Alors, on commence. L'appareil photo, il s'est arrêté pour rien. L'appareil photo, il s'est arrêté. Donc aujourd'hui, j'accueille Nicolas qui était prof de yoga à La Réunion. Donc il a enseigné pendant 7-8 ans à La Réunion. Ses premières formations, il y a à peu près 10 ans, c'est ça? C'est ça. Et dans ce podcast, on va parler de pourquoi Nicolas a arrêté d'enseigner le yoga à La Réunion. Peut-être qu'est-ce qui l'a dérangé dans le monde du bien-être de manière générale. On va aussi parler de ses accompagnements dans notre formation de yoga en hygiène holistique. Qu'est-ce que c'est l'hygiène holistique? À quoi ça sert? Comment on met en place l'hygiène holistique? Ouais. On va parler également de ce que tu proposes maintenant, qui est toujours dans le monde du bien-être, mais totalement différent du yoga postural que tu enseignais avant. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Merci beaucoup pour l'accueil et ça me fait très plaisir d'être là et de partager tout ça ensemble. Moi, ça me fait très plaisir également. Et on va parler d'un sujet qui concerne peut-être beaucoup de monde dans le monde du bien-être, dans le monde du yoga. C'est le sujet de l'alimentation, de l'hygiène de vie, par rapport à ce qui est écrit dans les textes, quelle est la réalité aujourd'hui pour nous, etc. On va parler de tout ça. Et donc la première question que j'ai envie de te poser là, c'est en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes dans le monde du bien-être? Aujourd'hui, donc moi je suis infirmier de formation à la base. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes qui ont des problèmes de santé qui peuvent être très variés, que ce soit des troubles hormonaux, que ce soit chez la femme pour de l'endométriose, des SOPK ou simplement des périodes de vie où les hormones changent comme la périménopause, la postménopause, le postpartum, la grossesse. J'accompagne des personnes aussi qui peuvent avoir des troubles du sommeil, digestif et aussi des athlètes qui voudraient performer un petit peu mieux, affiner certains paramètres de leur hygiène de vie. Et là, une formation que je vais entamer cette année, c'est ce qu'on appelle en anglais High Performance Health. Donc c'est en gros, une fois qu'on a réglé à peu près les gros problèmes de santé qu'on peut avoir développés au cours de sa vie, comment est-ce que j'affine mon vieillissement, entre guillemets, c'est des mots un petit peu crus, j'ai un peu de mal à le traduire en français, mais ça va être ça. Ok, une fois que j'ai réglé mes problèmes généraux, comment est-ce que je vais optimiser mon alimentation, mon sommeil, peut-être certains compléments spécifiques pour améliorer le vieillissement, etc. Donc voilà, l'idée c'est comment est-ce que je vis le plus longtemps possible, mais surtout en préservant ma qualité de vie. L'idée c'est pas de rajouter de la vie et puis de la passer dans un état où j'ai de la difficulté à réfléchir, à me mouvoir, à être actif, à profiter des gens que j'aime, mais c'est comment est-ce que je vieillis le plus longtemps possible avec toute cette capacité-là à profiter de la vie telle qu'elle est. Donc voilà, c'est un petit peu le cadre dans lequel j'évolue en ce moment. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important de le dire. Tu le répètes souvent dans la formation quand tu interviens en tant que professeur d'hygiène holistique. Il y a des symptômes de mauvaise santé qui sont perçus comme normaux pour monsieur et madame tout le monde, comme par exemple le fait d'être fatigué quand on se réveille, le fait d'être fatigué l'après-midi, en matinée, d'avoir des coups de barre en permanence. La plupart du monde occidental considère ça comme normal. Alors, c'est pas du tout normal, c'est des gros signes, c'est des gros warnings. Ça, tu le mets en relief dans la formation et je pense que c'est important de le souligner. Il y a parfois des petits symptômes considérés comme la norme et normale par le monde occidental qui ne le sont absolument pas du tout. Clairement. C'est souvent un atelier qu'on fait d'ailleurs dans la formation, tu as raison de le souligner. C'est vraiment de se rendre compte que nos standards de pleine santé ont été radicalement abaissés et ont été radicalement altérés par l'approche qu'on a de la santé et de la médecine occidentale aujourd'hui. On a une approche de la médecine qui est hyper asymptomatique, qui ne s'occupe très rarement de la cause pour laquelle on déclenche des symptômes. On va beaucoup passer par de la pharmaceutique, on ne s'intéresse pas vraiment au lifestyle en fait, qui amène à ce type de symptômes-là. Donc effectivement, comme tu le soulignes, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation. Identifier le fait que nos standards se sont grandement abaissés, mais identifier aussi le fait que la problématique des symptômes, c'est que ça ne s'arrête pas aux symptômes. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons quelqu'un qui a souvent des gaz. Tu vois, quelqu'un qui va manger et très souvent, elle va avoir des ballonnements ou des gaz après avoir mangé. Ça m'arrive régulièrement en consultation d'échanger avec la personne et ce qui ressort, c'est oui, mais bon, ça,
En vrai, ça va. Enfin, je suis habitué. Je pète un petit peu et puis ça va. Voilà, je pète un peu. Je suis habitué. C'est une gêne que j'ai appris à tolérer. Et en vrai, c'est pas quelque chose qui me paralyse dans la vie. J'ai pas un cancer, quoi. J'ai pas un cancer. Mais la problématique, c'est qu'en fait, le symptôme, l'impact de tout ça ne s'arrête pas au symptôme. C'est oui, peut-être que tu tolères le fait d'avoir un peu le ventre qui gonfle ou d'avoir un peu de ballonnement après manger, mais la répercussion que ça a sur ta santé là et à long terme, elle est tellement plus grande. Parce que si tu as des gaz, des ballonnements, etc., c'est qu'il y a une perturbation au niveau de ta flore intestinale, c'est qu'il y a de l'inflammation au niveau de ta flore intestinale. Et de l'inflammation au niveau de la flore intestinale, ça va beaucoup plus loin que les symptômes. Ça engendre le fait que tu vas avoir du mal à absorber les nutriments de ce que tu manges. Mais sauf que les nutriments, c'est le fuel essentiel de tout ton fonctionnement. C'est-à-dire tes organes, ils ne sont jamais en carence de mantra, ils ne sont jamais en carence de gingembre ou de curcuma ou de machin. Tes organes, ils sont en carence de nutrition, de vitamines, de minéraux, etc. Et tu ne peux avoir que ces réserves-là, que déjà si tu manges ce qui te convient, et si tu as la capacité d'extraire les nutriments de ce que tu manges. Là, on donne un exemple très spécifique, mais juste pour dire, les ballonnements, les gaz, ça ne s'arrête pas juste au fait que tu aies le ventre qui gonfle, ça s'arrête au fait que à long terme, tu vas avoir des carences nutritionnelles qui vont pouvoir engendrer beaucoup plus de déséquilibre sur le long terme. Donc finalement, si on veut éviter d'avoir des carences, ça serait bien d'arrêter de péter. Ça serait bien d'arrêter de péter. Exactement. Et en tout cas, de comprendre pourquoi tu pètes. Oui. Ça c'est oui, tout à fait. Ouais. Ok, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure dans le podcast. On va parler un petit peu de ce que tu faisais dans le monde du yoga, des formations que tu as faites rapidement. Donc ta première formation, c'est il y a à peu près 10 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Formation de professeur de yoga en Inde. Tout à fait. Voilà. Bah, je pense que j'ai abordé ces formations comme beaucoup de personnes le font, pas forcément à une visée d'enseigner derrière, mais simplement une visée d'approfondir ma pratique, de découvrir un univers. J'étais assez nouveau dans le monde du yoga à ce moment-là. Il n'y avait pas vraiment de sélection comme on peut avoir aussi là aujourd'hui dans la formation que tu proposes, où l'idée c'est de trouver aussi des participants qui ont déjà une pratique pour affiner leurs connaissances et vraiment après, à la fin de la formation, proposer des professeurs qui ont un background solide pour accompagner des personnes. Là, moi, j'y suis allé avec peu de connaissances, donc l'idée, c'était plutôt une pratique personnelle. Ouais. Après, ça, c'est vraiment chaque organisme. Oui, c'est plutôt la vision retraite. Exactement. Que formation pour devenir prof. Tout à fait, c'était vraiment ça, je le voyais plus comme une retraite. Donc j'ai fait ça, une formation en Inde, plus orientée Hatha. Ensuite j'ai fait une formation avec Simon Park, plus orientée Vinyasa Flow en France. Et après j'ai fait plutôt des stages, on va dire, que des formations à part entière dans l'univers, que ça soit du Kundalini, de l'Iyengar, enfin voilà. Après j'ai exploré différentes choses et voilà. Et dans la formation de Simon Park, tu as été invité plusieurs fois à venir cuisiner et à venir voir un peu comment ça se passe en cuisine dans les formations de yoga. C'est ça. Ce qui nous a par ailleurs énormément aidé en termes de conseils, en termes de savoir-faire dans la manière de présenter les repas dans notre formation. Ouais. Bah là, ça a été vraiment une opportunité avec Simon. Les rencontres, etc. ont fait que la première formation, moi, j'avais pas assez d'argent pour faire la première formation. Donc, ce qu'il m'a proposé, c'était, voilà, tu payes ce que tu peux et à côté de ça, tu vas nous aider en cuisine, vraiment plutôt au niveau de la plonge, etc. pour soulager les équipes qui s'occupaient de l'alimentaire. Et donc là, cette première fois, j'ai rencontré un couple avec qui j'ai énormément fusionné, qui eux s'occupaient de la cuisine, notamment Marlène, qui elle était vraiment la chef de tout ça. Et ça a été une rencontre incroyable. Et l'année d'après, elle m'a envoyé un message et elle m'a proposé de revenir sur la formation, mais pas en tant que participant, mais en tant que employé en cuisine, où on allait vraiment cuisiner ensemble. Après, c'est elle qui m'a appris les choses. Moi, je lui apprenais rien, mais par contre, elle m'a vraiment initié à ça, surtout à des sortes de couteaux suisses, comment composer des plats pour vraiment avoir du goût, de la saveur, des contrastes aussi dans ce que tu vas manger, etc. Donc voilà, c'était une expérience vraiment extraordinaire. Et là, tu t'es rendu compte, avec le temps, ou plutôt avec tes connaissances d'aujourd'hui, que finalement, ce que tu mangeais à cette époque-là, c'était pas forcément adapté par rapport à l'intensité, par rapport à la nutrition, par rapport à l'équilibre. Et moi, c'est ce que j'ai aussi vécu dans certains trainings de yoga que j'ai fait. C'était très bon du matin au soir, c'était en quantité suffisante, c'était généreux, etc. On finissait le training avec 5-6 kilos en plus. On n'était pas forcément optimisé au niveau de la nutrition. Voilà. Savoir que dans certaines formations, même la plupart, c'est très difficile de mettre en place quelque chose d'exigeant et de pointu
au niveau des repas, parce qu'il faut cuisiner pour tout le monde. Il faut que le cuisinier il adhère à ce qu'on va lui demander, il faut qu'il applique, il faut qu'il y ait les ingrédients pour, il faut qu'il y ait le budget pour. Enfin, exactement. Pour l'avoir fait, nous, on voit à quel point c'est pas facile. Donc c'est à ce moment-là que tu as fait tes premiers pas en tant que cuisinier, pour cuisiner du végétal. Tu as mis un peu une passion pour la nutrition, c'est ça? Exactement. La nutrition, la nourriture, ce qui est bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour la cuisine, carrément. Ok. Et donc, on va en revenir à ta pratique de yoga. Avant, tu pratiquais beaucoup de yoga. Tu enseignais plusieurs heures par semaine du yoga à La Réunion. Première question, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté tout d'un coup d'enseigner le yoga? Et deuxième question, on verra plus tard, qu'est-ce qui fait que ta pratique de yoga postural a radicalement chuté en termes de fréquence et pourquoi? Mais d'abord, pourquoi l'arrêt de l'enseignement? Tout d'un coup, au bout de 7 ans, je suis prof de yoga, j'enseigne à La Réunion, et puis au bout de 7 ans, non. J'arrête. J'arrête. L'arrêt, il ne s'est pas fait forcément brusquement, mais il s'est fait progressivement. Ça a été par la rencontre du dernier enseignant avec lequel j'ai pratiqué, qui s'appelle Éric Barret, qui propose une approche du yoga qui est très déstructurée par rapport à ce dont on a l'habitude. Il ne va pas y avoir de séquences de pratique, il ne va pas y avoir de références culturelles dans l'enseignement. Après, si tu lui poses des questions, etc., il partage ça. Mais dans l'enseignement en soi de ce qu'il partage, il n'y a pas de références culturelles, il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de chant, etc. Donc on est vraiment plus dans de l'exploration de l'instant, ressentir le corps. Déjà, tout simplement, ressentir le corps dans des mouvements très simples, de la respiration très simple, etc. Et ce que ça a fait émerger en moi, c'est que avant, j'avais l'impression, je considérais que l'état de bien-être dans lequel j'étais, c'était le fruit de ma pratique de yoga. Donc, j'identifiais le yoga comme étant vraiment une source de bien-être. Et par cette pratique, il m'a réouvert à d'autres choses et je me suis rendu compte que cet état de bien-être, ce plaisir dans la pratique et ce plaisir après pratique, en fait, il n'était pas dû au yoga en soi, qui n'est qu'une expression, il était dû simplement au fait d'être dans l'écoute dans ce que tu fais. Donc que ça soit du jardinage, de la peinture, passer du temps avec des amis, avec ta famille, cuisiner, n'importe quoi. En fait, c'est plutôt un sorte d'état interne, le yoga, qu'un état externe. Donc en fait, une fois que j'ai ressenti ça dans son cours, naturellement, ça n'a pas été une réflexion interne, mais naturellement, j'ai eu envie de me remettre à d'autres pratiques que je ne faisais plus depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que ça me produisait un état de bien-être largement équivalent à ce que j'avais dans le yoga. Et donc, ça m'a donné envie de me réouvrir et de faire d'autres choses. Et donc, tu t'es tellement réouvert que… je me suis tellement réouvert qu'en fait… Tu as essayé tout ce qui passait? Oui, après on le sait tous, c'est-à-dire qu'on a tous un temps limité dans la journée, tu ne peux pas tout faire. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma sensibilité m'amène plus vers d'autres pratiques, comme du crossfit, comme de la course, comme de la respiration, comme la mobilité. De la mobilité, ça effectivement. C'est d'ailleurs ce que tu enseignes aussi dans la formation. Oui, tout à fait. De la mobilité, du mouvement un peu plus fonctionnel, etc. J'aime aussi passer beaucoup de temps dédié à mes différentes activités, que ce soit l'accompagnement en santé, l'étude de tout ça. Je me suis rendu compte aussi que la stimulation intellectuelle, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup et que donc oui, tu peux l'avoir dans le yoga, mais ça reste quand même toujours hyper fermé sur une approche. Soit tu vas étudier les textes et l'histoire, ou alors tu vas étudier l'anatomie, et au bout d'un moment, j'avais aussi envie d'autre chose, d'expérimenter d'autres trucs, etc. Et donc la stimulation intellectuelle aujourd'hui fait vraiment partie de mes grands plaisirs. Et tout ça, c'est chronophage. Et donc, tu me racontais qu'il y avait des journées où tu prenais des notes pendant 8 heures, 7 heures, comme un fou qui voulait tout apprendre. Bon, après, ça c'est le vata, le pitta qui brûle en moi et qui a un peu de mal parfois à se structurer. Mais oui, quand je suis passionné d'un truc, je peux vraiment le dévorer. Alors que tu avais déjà une base solide en connaissance de santé, quoi. Ouais. Oui, mais au final, la connaissance de la santé qu'on absorbe par rapport au yoga, en général, elle est quand même très tronquée parce qu'elle va être nourrie de beaucoup d'incompréhension et de dogmes. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le monde du yoga, tout de suite, pas pour tout le monde, mais tout de suite, il y a un peu ce truc, bon, j'arrête de boire de l'alcool, je suis végé, j'arrête de sortir, de bouffer des burgers, je me couche tôt, je pratique surtout du yoga, etc. Machin. Donc, on rentre dans une sorte de package sans vraiment questionner tout ça. On va très vite confondre alimentation yogique et alimentation ayurvédique, qui sont deux choses radicalement différentes, parce que l'alimentation yogique, elle est plus à viser
de rendre un peu ta stimulation cérébrale amorphe, parce que ce qu'on vise, c'est la méditation. Donc pour méditer, il faut calmer le mental, et donc tu vas arrêter de manger tout ce qui est un peu stimulant pour le cerveau, ce qui est un peu étrange, parce qu'en vrai, la stimulation cérébrale, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant aussi pour ton développement personnel. Mais bon, après, voilà, ça, on en parlera après, mais voilà. Et ensuite, l'alimentation ayurvédique, elle a une approche qui est beaucoup plus scientifique, parce que même si elle ne va pas mettre en avant des études quand elle avance des informations, c'est une science empirique, c'est une science qui date de milliers d'années et qui a essayé en fait au final des choses. Les études, elle les a faites, simplement ça ne se transmet pas de la même façon qu'aujourd'hui, tu as des articles de recherche sur tant de personnes, etc. Mais les études dans la médecine ayurvédique, elles ont été faites, elles ont été éprouvées. Et donc, ce que va proposer l'Ayurveda, notamment par l'alimentation, c'est une approche très personnalisée à la personne. L'Ayurveda, tu peux consommer des produits laitiers. Dans certains cas spécifiques, elle va aussi proposer des produits à base d'animaux, etc. Donc, c'est très individualisé. Ce que l'approche non comprise contemporaine dans l'alimentation yogique, on va dire, ne fait pas du tout. Et va proposer un truc très général, et puis chacun doit plonger dedans. C'est l'erreur monumentale qu'on voit dans le monde du bien-être de manière générale. Ouais. Dans le monde du yoga de manière générale, c'est la non-considération du contexte. Moi, je trouve ça assez stupéfiant qu'on n'ait pas la présence d'esprit en tant que pratiquant de questionner le contexte. Le contexte est méga important. Bah oui. Méga important. On ne va pas faire il y a 100 ans ce qu'on fait... Enfin, on ne va pas faire aujourd'hui ce qu'on fait ce qu'on a fait il y a 100 ans. Et c'est sûr que quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui fait 16 heures de boulot parce qu'il est à l'hôpital, qu'on lui demande de faire des heures sup, il ne va pas du tout avoir le même mode de vie qu'un yogi qui n'a rien à faire dans une cabane et qui a que ça à faire de se libérer. Tout à fait. Donc on ne va pas adapter les mêmes pratiques, on ne va pas lui proposer les mêmes pratiques, ni la même alimentation, ni la même hygiène de vie, etc. Tout à fait. Donc ça c'est important, le contexte. Voilà, pour qui, pourquoi, dans quel but. Et évidemment c'est intéressant de se dire, ah bah tiens, à cette époque, ils ont fait ça pour telle raison. Par exemple, à une certaine époque, il y avait des adolescents très agités. On leur a mis une pratique très dynamique, très physique, très rythmée, très cadrée, pour qu'ils puissent se calmer, se concentrer, etc. Donc ça, c'était très intelligent. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre époque pour répliquer la même idée ? On peut adapter la pratique pour que ce soit une pratique qui nous permet de nous concentrer, de nous calmer, de nous apaiser, mais adapter notre corps, notre ossature, notre anatomie. On n'a pas les mêmes adducteurs, les mêmes têtes de fémur, etc. Donc ça s'adapte. Tout à fait. Mais en comprenant le contexte, c'est intéressant aussi. Ça donne une portée, ça donne un sentiment de « ah oui, c'est ancien ». On a compris pourquoi ils ont fait ça dans les temps anciens, on l'adapte chez nous et c'est OK. Mais le répliquer tel quel, copier, coller, en fait c'est comme si on copiait le programme d'un logiciel qui a été créé il y a 20 ans, on le met aujourd'hui, on va dire je copie pareil le programme et... sauf que ton système d'exploitation n'est pas le même. Pas du tout. Bien sûr. Ouais. Mais cette problématique du hors contexte, elle est, je pense, absolument dans tout aujourd'hui dans la société. C'est pas uniquement c'est pas uniquement spécifique au yoga ou à la santé. C'est le cas dans tout. C'est-à-dire que toute personne aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sociaux, tu veux t'informer sur un sujet. Je sais pas, par exemple, on va pas parler de la santé parce qu'on en parlait avant, mais imaginons, je sais pas, le contexte climatique. Voilà. Tu vas sur Instagram, tu défiles un peu dans le feed, tu trouves des informations sur le contexte climatique, mais c'est toujours une information spécifique, isolée. Et du coup, comment est-ce que tu veux comprendre quelque chose dans sa globalité, parce que jamais une information n'est isolée, elle est toujours incluse dans un contexte, quand les formats d'aujourd'hui tendent absolument vers le court pour absolument garder ton attention, etc. Tu ne peux pas avoir quelque chose de contextuel et comprendre quelque chose dans sa globalité quand tu prends qu'une information de 10 secondes coupée de tout contexte. C'est valable aussi quand tu lis un livre qui a été écrit dans une région ou dans une époque donnée. Tout à fait. Tu ne vas pas copier-coller le régime alimentaire sans poser des questions. Exactement. Donc aujourd'hui, tu n'enseignes plus du coup. Non. On va revenir à ça. Non, aujourd'hui, j'enseigne plus. Tu n'enseignes plus parce que en fait, finalement, tu as tellement ouvert le regard et tu as tellement de relief que finalement, tu t'es intéressé à tellement de choses que tu n'as plus de temps finalement pour ta pratique. Ouais. Et j'accorde plus de temps. Et tu n'accordes plus de temps. Voilà. Et du coup, tu trouvais ça trop cohérent, c'est ça, de
d'enseigner quelque chose que tu pratiquais plus, et c'était quoi? C'était ça? Tout à fait. Ouais, bien sûr, c'est complètement ça. En fait, comme je t'ai dit, ça s'est fait progressivement. Je n'ai pas arrêté du jour au lendemain de donner des cours, déjà par respect pour les gens qui viennent au cours. Enfin voilà, tu t'arrêtes pas sur un coup de tête d'un tout ça. Mais à un moment, voilà, je trouvais que ça avait un peu de perte de sens d'enseigner, de partager quelque chose qui, moi, ne m'animait plus et que je ne faisais plus. C'est comme aujourd'hui, tu vois, moi, j'accompagne les gens autour de la santé pour plein de problématiques différentes. Ben, à ce jour, j'incarne pour moi, pas pour les autres, mais j'incarne pour moi profondément ce que j'enseigne. Tout ce que je vais partager sur l'alimentation, la compréhension de la santé, etc. etc. Tout ce que je partage aux gens, c'est des choses que j'individualise pour moi, mais c'est des choses que je pratique et je mets en place. Ça paraîtrait fou si tu mangeais des burgers et des frites à tous les repas, d'enseigner et de proposer ce que tu proposes. Tout à fait. Okay. Ouais. Et toi, par rapport au monde du bien-être et du yoga, toujours à La Réunion, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dérangé, qui t'ont un peu perturbé, qui t'ont permis, qui t'ont questionné finalement? Disons que pour moi, la pratique spirituelle et les partages spirituels, entre guillemets, c'est un terme qui n'a pas de sens, mais c'est juste ça permet un peu de voir de quoi on parle. Imaginons, je ne sais pas, un cours de yoga au coucher de soleil où on se retrouve pour chanter tous ensemble, etc. Tu vois, donc on peut ne pas appeler ça spirituel, disons juste un moment convivial, quoi. Pour moi, un moment convivial, que ce soit avec des amis ou dans ce cadre-là, j'ai besoin de me sentir en confiance. Et en fait, pour me sentir en confiance, j'ai besoin de sentir que l'atmosphère, elle est propice à ce que moi, je me dépose. Parce que ce qui est touchant dans ces moments-là, c'est aussi la vulnérabilité de toi-même que tu touches. Tu vois, dans ces moments-là, tu te mets un peu de côté, tu t'oublies, tu vas peut-être partager des émotions, des choses qui te parlent particulièrement. Et pour moi, ça, c'était important. Et quand j'ai découvert un peu tout ce milieu, encore entre guillemets, spirituel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc, quand j'ai découvert ce milieu, j'ai un peu plongé dedans, comme toi, comme plein d'autres personnes. Bien sûr. Et au fur et à mesure de ces explorations, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, à Bali ou ailleurs, à un moment, je suis vraiment tombé sur des gens complètement perchés et ça m'a fait un peu de mal, intellectuellement, énergétiquement, ça m'a fait du mal. Donc, j'ai eu un sorte de mouvement de retrait drastique de cet environnement-là. Parce que je me suis dit, voilà, en fait, il y a des gens, ils font n'importe quoi là-dedans. Donc, en fait, je vais prendre du recul, je vais rester un peu avec moi-même, et voilà. Et ça m'a un peu refroidi de ce milieu-là. Et ce qui est dommage, parce que ça me fait du bien aussi de me sentir vulnérable. Ça me fait du bien de partager des moments comme ça avec des gens, tu vois. Et à La Réunion, pendant longtemps, je ne me suis pas réintégré dans ces milieux-là. Et l'été dernier, je suis allé en Espagne voir un ami qui habitait, parce que là, il va en partir pour d'autres projets personnels. Il habitait dans une communauté qui est très structurée parce que ce sont des gens qui vivent ensemble, mais en même temps, ils ont un grand espace où ils accueillent des retraites aussi de yoga, de chant, de danse, etc. Donc, ils ont une grosse connexion avec l'extérieur. Ce n'est pas des gens qui vivent un peu en autarcie, loin de tout, etc. Ils aiment beaucoup l'interaction avec le monde, tu vois. Et donc, quand je suis reparti là-bas, j'ai été re-exposé à ça, au fait de chanter, pratiquer ensemble et tout. Et ça m'a fait tellement de bien. Et du coup, parce que je me suis senti dans un environnement de confiance. Et je me suis senti dans un environnement de confiance parce que je sentais que les gens avaient aussi les pieds sur terre et qu'ils n'étaient pas perchés, entre guillemets. Et pour moi, c'est un cadre sécurisant de savoir que la personne, elle a un petit peu conscience de ce qui se passe. Elle a aussi un pied dans les deux mondes. Elle a un pied dans la matière et puis elle a un pied aussi dans son univers interne, un peu plus éthérique, on va dire. Et ce que j'ai du mal à retrouver à La Réunion. C'est pour ça que je m'en suis un peu extrait et que j'ai du mal à reconnecter avec ça ici. Parce qu'à chaque fois que je me réexpose à ça sur l'île, je ne ressens pas cet effet sécurisant, cet effet aussi dans le sol. Quand tu dis perché, je pense que ça, pour ceux qui nous écoutent, perché, c'est juste que c'est qu'il n'y a pas de considération, encore une fois, du contexte dans lequel on est. Non. C'est perché par rapport à quelque chose qui peut-être n'est pas valable dans l'instant. C'est ça. Si on va répéter quelque chose qu'on a entendu à quelqu'un, etc., des choses qu'on entend, mais qui n'ont aucune réalité, aucun effet, aucune véracité dans le moment présent, dans l'instant, par rapport au contexte de la situation dans laquelle on est. Donne-moi un exemple par rapport à ça, par exemple. Je trouve qu'il n'y a pas de contact avec la matière. Tu vois ça, en fait, c'est ce qu'on retrouve. C'est ce que je retrouve qui pose problème dans certaines approches de yoga et dans ce délire-là, c'est qu'il n'y a plus de contact avec ton corps, il n'y a plus de contact avec le physique. Comme si, du coup, la pratique spirituelle de l'esprit
était supérieur à prendre soin de ton corps, de tes émotions, des choses tangibles, simples. Oui, c'est normal. Tu es dans une matière, tu es dans un corps, tu es un animal, il y a des besoins physiologiques qui sont normaux, tu as besoin de bouger, tu as besoin de faire du sport, tu as besoin de manger, tu as besoin de tout ça. Tu as besoin de dormir. Tu as besoin de dormir. Et quand je croise, tu vois, tout le temps des gens dans ces milieux-là qui me disent « oui, je suis respirien, je ne m'alimente pas, que de prana, de machin », à un moment, je dézoome et je vais me dire « mais est-ce que réellement tu te sens bien là ?» Tu vois, tu es angoissé de tout, tu as du mal à interagir avec les gens, tu te sens hyper dissocié de l'environnement. Dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, tu es au bout du rouleau. Voilà, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'incompréhension des autres aussi dans leur façon d'être. Tu vois, pourquoi, si tu étais dans ce milieu, pourquoi tu ne pourrais pas comprendre les autres qui sont différents, tu vois, qui eux sont peut-être plus dans la matière, plus dans le quotidien, plus dans le métier. Et pour moi, ça, c'est compliqué, tu vois. C'est là où je ne me sentais pas en sécurité. Je me dis, mais cette personne-là, elle s'éloigne beaucoup trop de la matière aussi, d'une forme de la réalité. D'une forme de santé. C'est ça, et d'une forme de santé. Ouais. Bien entendu, chacun fait ce qu'il veut dans son exploration interne, dans son esprit, etc. Ça, c'est propre à chacun. Mais je pense que pour évoluer en équilibre, tu as aussi besoin d'un contact terrestre. Et moi, c'est ça qui me manquait, tu vois. Tu aimerais peut-être qu'on me dise, ok, moi je fais ça, je suis un fou. Par contre, fais pas ça parce que normalement… pour tes hormones, c'est pas dingue. Moi, je suis complètement fou. C'est ça. Mais ne fais pas ce que je fais. Exactement. C'est plus… tout à fait. Et il y a un peu ce truc de, je suis persuadé de mes choses et je prends pas de recul à essayer un peu de comprendre. Et toi, est-ce que tu en as été victime un peu des idées dogmatiques? Quand je dis des idées dogmatiques, ça peut être des dogmes que tu t'es imposé à toi-même en lisant des bouquins, sans qu'il y ait forcément un gourou, une école qui t'impose quelque chose. Ouais. Tout à fait, oui. Moi, tu vois, on en parlait la dernière fois. Moi, j'ai fait des analyses il y a 1 an et demi. Donc, quand j'ai commencé un peu à prendre soin de ma santé de façon plus structurée, etc., j'ai fait des analyses sanguines à cette époque-là et j'avais le taux de testostérone d'un mec de 60 ans. J'en ai 30, là, je vais en avoir 32. C'est grave de dingue. Et après, quand tu te renseignes, tu te rends compte que c'est vraiment un problème de société, que tout le monde a des problèmes hormonaux, mais que chez les hommes notamment, les taux de testostérone sont en train de drastiquement descendre, chuter, pour plein de raisons différentes, que ce soit les perturbateurs endocriniens, une alimentation très industrielle, etc. Donc, ce n'est pas propre au yoga, mais disons que oui, moi j'ai appliqué des dogmes sans réfléchir et sans observer les effets à long terme de mes décisions. Mais tu vois, j'ai fait du jeûne intermittent pendant 5-6 ans, j'ai été végétarien pendant 6-7 ans, sans connaissance nutritionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être végé en équilibre, mais il faut comprendre les impacts que ça a sur ton corps et il faut donc savoir comment équilibrer ça. C'est ce qu'on propose d'ailleurs dans la formation qu'on fait, c'est on structure ça, on explique aux gens, on peut prendre telle ou telle décision pour soi, mais il faut comprendre la base, il faut comprendre un minimum comment ton corps fonctionne pour après prendre tes propres décisions, tes valeurs éthiques, etc. Et comprendre les effets à court terme, moyen terme, long terme. Exactement. Mais hyper important. Exactement. La plupart des gens qui nous écoutent, ou la plupart des gens qui sont dans le monde du bien-être, et c'est normal un petit peu parce que tu te bases sur ton ressenti. Ils ne se focalisent que sur l'effet à court terme. Je sors d'un cours de yoga, qu'est-ce que je ressens? J'ai fait telle pratique respiratoire, comment je me sens? J'ai mangé ça, comment je me sens? Je fais ce jeûne, comment je me sens? J'ai dormi, je me suis levé à 4 heures, comment je me sens à l'instant T. Mais il y a un impact à moyen et long terme. Quand ton muscle, t'as soulevé des poids pendant 10 minutes d'affilée et tout, ton muscle il est ultra faible. C'est ça ton effet à court terme. Dans une semaine, il sera plus fort. Ça, c'est l'effet à moyen terme. Et si tu continues, dans 2 ans, 3 ans, tu vas vraiment être en forme. En tout cas, si tu le fais bien, évidemment. Et donc, il y a toujours un effet à moyen et long terme. Et la difficulté, c'est que c'est de plus en plus difficile, au fur et à mesure que les jours et les semaines s'écoulent, de faire le lien. Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on va aborder dans la formation au niveau de l'anatomie, de la physiologie, de l'alimentation, etc. À court terme, ça fait ça. Puis à moyen terme et à long terme, ça fait ça. Comme ça, quand ça vous arrive, ce symptôme, vous savez. Vous voulez vous envoler pour Paris? Avec French Bee. Non, désolé, c'est pas une pub. On a eu un problème de micro. Donc pendant les 3 prochaines minutes, vous allez avoir un son de mauvaise qualité. On en est désolé. La vidéo s'est arrêtée un peu comme ça, sans nous prévenir. J'en profite pour vous demander de vous abonner, de mettre un commentaire ou de mettre un like pour pouvoir nous encourager, bien sûr. Mais c'est aussi votre petite partie du travail par rapport à tout le travail qu'on a fait pour créer ce podcast et cette vidéo. Que c'est pas parce que quelqu'un vous a insulté la semaine dernière, tout à fait. Mais que c'est pas un truc que vous allez inventer ou que quelqu'un va vous dire oui, mais là il y a les énergies là. Non.
Tu respires trop vite, c'est parce que tu as fait ça. Ouais. Tu es fatigué en pleine journée, etc. C'est parce que tu fais ça. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Et pour en revenir enfin, ça me fait penser à ce dont on a parlé tout à l'heure, sur les symptômes. Voilà, être fatigué en se réveillant en pleine journée, être fatigué régulièrement, c'est un énorme warning. Ouais. Comme le fait d'avoir des gaz. Ouais. C'est un énorme warning. On se dit, bah ouais, je peux péter, tout va bien, mais peut-être pas. Alors, ce que tu peux développer. Non, tout à fait. Mais en fait, bien sûr, c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation aussi, c'est de se dire, comprendre que la symptomatologie, l'impact que ça a sur ton corps de façon globale, ça ne s'arrête pas aux symptômes. C'est-à-dire que moi, j'accompagne pas mal de personnes, ça arrive. C'est un discours que j'ai plus chez les hommes quand même. Que le fait d'avoir un peu de gaz, un peu de ventre qui gonfle après les repas, etc., c'est pas problématique parce qu'en vrai, ça fait des années que c'est comme ça me fait pas mal, ça me perturbe pas, ça me cloue pas au lit, donc en vrai, ça me gêne pas pour vivre. Mais le truc, c'est qu'en fait, les symptômes, l'impact que ça a sur ton corps, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que juste le symptôme en lui-même. Tu vois, par exemple, typiquement les gaz, le truc, c'est que si tu as des gaz d'éballonnement, c'est qu'il y a une perturbation de ta flore intestinale. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être le cas, on ne va pas aborder ça dans le podcast, mais il y a plein de raisons. L'impact que ça a, ces gaz, ces ballonnements, c'est que ça crée de l'inflammation sur ta paroi intestinale. Sauf que ta paroi intestinale, elle a un rôle majeur, c'est l'assimilation des nutriments. D'accord ? Donc, en gros, l'ensemble de ta corporalité ne fonctionne qu'à partir des vitamines et des minéraux que tu absorbes. C'est le fuel principal pour que tout ça se développe et ça marche. Le truc, c'est que ta paroi intestinale, c'est son rôle d'assimiler ce que tu manges. Il y a plein de gens qui ont des carences, c'est pas tant parce qu'ils ne mangent pas ce qu'il faut, c'est parce qu'il n'y a plus la capacité de leur corps à extraire les nutriments de ce qu'ils mangent. Tu vois. Ton corps, il va jamais être en manque de prana ou de mantra ou de gingembre ou de curcuma ou de trucs. Ton corps, il est en carence de vitamines et de minéraux. Donc c'est hyper important de comprendre que si tu as ce type de symptômes-là, des gaz d'évanouissement, oui, peut-être que tu tolères les symptômes, mais sauf que l'effet à long terme est beaucoup plus conséquent parce que au-delà de te gêner un peu au niveau du ventre, ça fait que tu vas beaucoup moins absorber les minéraux et les nutriments de ce que tu manges, ça fait que tes organes au fur et à mesure du temps vont peut-être subir des carences et beaucoup moins fonctionner, et au fur et à mesure des années, tu vas avoir des symptômes, des choses qui vont commencer à être défaillantes. Et c'est ça qu'il y a à prendre en compte et à comprendre. Si tu pètes, les nutriments s'arrêtent. On pourrait dire comme ça. Là, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? S'il y avait 5 conseils majeurs à donner qui pourraient fonctionner pour 90% des personnes, et expliquer pourquoi ces conseils-là. Qu'est-ce que tu donnerais par rapport à l'hygiène de vie, l'alimentation? Ok. Écoute, c'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te disais, oui, dans l'approche ayurvédique et puis dans tellement d'autres approches, dans la façon dont moi je travaille, il faut individualiser ce qu'on propose à la personne parce que tout le monde a un contexte. Encore une fois, on revient à ce terme. Tout le monde a un contexte différent de vie, de passé aussi, etc. Donc, il faut toujours individualiser. Néanmoins, on est quand même tous issus de la même espèce et on a des besoins fondamentaux qui sont communs à tout être humain. En tout cas, là, ce qu'on va partager aujourd'hui, ça marche pour 90% des personnes. Donc, avant de vouloir individualiser, personnaliser ce que tu fais, etc., il faut déjà s'assurer que ce socle, il est mis en place. Moi, c'est ce avec quoi je commence 90% de mes accompagnements, parce qu'en fait, à chaque fois, tu te rends compte que quand il y a un déséquilibre, en général, il y a des parties au moins de ce socle qui ne sont pas répondues. Donc là, c'est ce qu'on va voir, c'est un peu les piliers fondamentaux. Premier pilier, je cite les titres et après on développe. Premier pilier, c'est bouger. C'est fondamental. Il n'y a aucun état de santé qui peut avoir lieu si le corps n'est pas en mouvement. Le corps est fait pour bouger. L'aspect sédentaire, constamment assis, très peu marché, etc., il est fondamental. Deuxième aspect, l'alimentation. Troisième aspect, le sommeil. Et quatrième aspect, trois aspects, c'est bien. 3 piliers fondamentaux pour ça, pour que la structure, elle tienne. Dans l'aspect bouger, il y a un truc intéressant que je dirais, c'est que une de tes sources principales d'énergie dans ton corps, c'est les mitochondries. En gros, c'est des petites usines qu'il y a dans tes cellules et qui fabriquent l'énergie qui va te permettre d'être en mouvement et l'énergie pour tes cellules, qu'elles soient actives et fonctionnent bien. Donc souvent, quand tu as des organes qui commencent à être un petit peu fatigués, à moins bien fonctionner, etc., il y a une
énergie métabolique, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle, l'énergie métabolique qui est affaiblie. Et ça, c'est un facteur qui est très impacté par notre façon de vivre aujourd'hui, qui est la sédentarité, le fait d'être très souvent immobile, là comme on le fait pour faire le podcast, on va très longtemps rester assis, probablement après on va manger, donc on va prendre la voiture, on va être assis, on va aller manger, on va être assis, voilà. Donc au final, les journées sont très peu en mouvement. Et la solution qu'on a trouvée aujourd'hui dans notre société pour pallier à ça, c'est de faire du sport. Mais sauf que faire ton sport, moi par exemple, je fais du sport régulièrement dans la semaine, mais mon sport, il n'a lieu qu'à un moment dans la journée. Donc ça veut dire que si je suis sédentaire tout au long de ma journée et que pendant 1h30, je m'éclate, c'est très bien. Bien entendu, c'est toujours mieux que rien. C'est-à-dire que cette heure, elle n'est pas négative, elle est hyper performante et intéressante pour ma santé. Mais c'est très important de bouger tout au long de la journée. Parce que là, tu as des études assez sérieuses qui ont été faites là-dessus. Il y a d'ailleurs un magnifique livre pour les personnes qui lisent l'anglais qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle Good Energy. J'ai plus le nom de la médecin qui a rédigé ça, mais c'est vraiment fascinant. Elle, voilà, son pilier d'attaque, c'est vraiment la santé des mitochondries et de tes cellules. Et donc, un des piliers de ce qu'elle va partager, c'est il faut que tu bouges constamment tout au long de la journée. Et il y a aujourd'hui, on aime bien un peu les trucs structurés, les petites méthodes. Et ben, elle va proposer une méthode qui est très intéressante, qui s'appelle le Nitric Oxide Dump. Donc, c'est une micro-séquence de 3 minutes que absolument toute personne sur Terre peut faire, à part si tu as des gros problèmes physiques, d'épaule ou de hanche ou quoi que ce soit. Mais c'est une sorte de mini-routine pendant 3 minutes où tu vas bouger certains membres du corps, que ce soit les bras, tu vas faire un peu des cercles de bras, tu vas faire des squats. Et tu fais ça juste pendant 3 minutes, une petite structure. Et ça te permet de relancer toute la santé métabolique, de stimuler ta production hormonale, de stimuler un tout petit pic de cortisol, d'assimiler un peu le sucre aussi que tu peux avoir résiduel, etc. En tout cas, c'est une très bonne façon de bouger régulièrement. Après ça, voilà, c'est une méthode, c'est quelque chose de structuré. L'idéal, c'est simplement de comprendre toi comment tu vis et d'intégrer plus de mouvements dans ce que tu fais. Les trucs classiques, prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, etc. Te garer plus loin de ton lieu de travail. Pourquoi tu ne te garais pas à 3-4 rues et au final tu marches avant d'aller au boulot? De souvent aller marcher quand tu es au boulot, d'amener des dossiers, des machins, de sortir, etc. Et après, régulièrement, te faire un peu ce type de mouvement. Toutes les heures, tu vas te faire 10 squats où tu vas un peu bouger les bras, etc. Actif, juste bouger. Ça, pour moi, c'est vraiment un pilier fondamental. Ça peut être aussi avoir une barre de traction chez soi, faire 2-3 tractions de temps en temps. Tout à fait. Un petit haltère, un petit poids. Si tu n'as pas de poids, t'en fous. Tu prends le pack de lessive ou tu prends un pack d'eau et puis tu fais 2-3 mouvements. Ça peut être un tapis de yoga, quelques salutations au soleil de temps en temps dans la journée. Pas besoin d'en faire des milliers. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, garder du mouvement tout au long de la journée et ça a un impact drastique sur ton énergie. Ça, pour moi, c'est vraiment le premier pilier. Après, bien entendu, faire du sport, que ce soit du yoga ou d'autres choses, en tout cas du sport complémentaire, faire des formes de cardio, des formes de renforcement musculaire et des formes de mouvements doux aussi, comme on le ferait dans le yoga, tu vois, où tu vas prendre soin de ton mouvement lymphatique, des articulations, etc. Ça, c'est important. Ce petit triptyque là de mouvement, c'est important. Ouais. Okay. Par rapport au rythme alimentaire, ce serait quoi le conseil? Ce serait quoi ce qui pourrait être des croyances limitantes et le conseil finalement de la réalité par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Forcément, tout ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est lié à des recherches scientifiques, c'est lié à un bagage d'informations et de découvertes qui ont été faites pendant des milliers d'années. Ouais. Et ça se trouve, dans 10 ans, ce qu'on dit là, ça sera peut-être un peu inexact. Peut-être, tout à fait. Mais en tout cas, pour le coup, c'est le plus exact qu'on peut trouver ou qu'on a trouvé. Carrément. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en soi, l'alimentation, c'est hyper simple. Après, bien entendu, à individualiser, à personnaliser en fonction s'il y a des problématiques digestives, etc. Mais il y a des fondations qui marchent avec tout le monde. Déjà, première chose, prends un petit déj. Ça, c'est pas compliqué. Tout le monde, d'autant plus si tu es une femme. Prends un petit déjeuner. Après, voilà. Est-ce que tu peux sauter le petit déj combien de fois dans la semaine Non, le petit déj, après, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'amener des phases de jeûne dans le corps. Parce que oui, il y a besoin des deux équilibres. Il y a besoin des phases d'alimentation et puis il y a besoin des phases aussi de carence calorique. Ça, ok, très intéressant pour la prévention de tout ce qui est cancer, maladie Parkinson, etc. Le nettoyage interne des cellules qui arrive, l'autophagie quand tu entres dans des périodes de jeûne, c'est très crucial. Mais ce qui marche réellement, c'est des efforts
quotidien, des petites choses tous les jours. Ça, sur le long terme, ça t'amènera beaucoup plus loin que une fois ou 3 fois dans l'année, faire des giga-jeûnes hyper longs. Ça, vraiment, oui, ça peut avoir un intérêt, mais sincèrement, sur le long terme, ce qui marche vraiment, c'est les choses au quotidien. Et tu peux faire du jeûne au quotidien de façon très simple. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette idée du jeûne intermittent, c'est à peu près une fenêtre de 12 à 14 heures de jeûne. Et bien très bien, tu dînes plutôt le soir et tu manges 12 à 14 heures après. Imaginons que tu dînes, je sais pas moi, vers 19 heures, et ben le lendemain, tu manges vers 8 heures ton petit-déj et c'est parfait. Tu as fait tes 13 heures de jeûne, tu as profité de la nuit pour la récupération cellulaire, l'autophagie, etc. C'est parfait, il n'y a pas de souci pour ça. Après, bien entendu, il y a moyen d'intégrer le jeûne de façon plus complexe dans la vie des gens, en fonction du terrain, en fonction des problématiques. D'accord, mais là, si on parle de fondation, ça, c'est la fondation, tu vois. Voilà. Moi, c'est ce que je conseillerais. Mais le petit-déj, c'est vraiment un des repas les plus importants de la journée. Même si aujourd'hui, on se fout un peu de la gueule de cet adage parce qu'on nous a tellement raconté de conneries comme ça par les pubs qu'à un moment, on ne sait plus ce qui est le vrai du faux. Ouais. Mais le petit-déj, ça reste vraiment fondamental parce que le matin, c'est ton moment le plus énergivore de la journée. C'est le moment où tu passes de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Donc, c'est là où ton cerveau, qui est un des organes les plus consommateurs d'énergie, se lance, s'active. Tu vas devoir prévoir ta journée, t'organiser, te lever, te mettre en mouvement physique. Il y a toute ta digestion qui se relance, qui s'était apaisée pendant la nuit, etc. Tout ça, c'est hyper énergivore. Donc, c'est très important le matin de t'alimenter. De bien t'alimenter, ok, mais c'est très important de bien t'alimenter le matin. Donc ça serait le premier pilier dans l'alimentation. Ensuite, deuxième pilier, manger essentiellement des aliments bruts, arrêter d'acheter des plats tout faits, des trucs surgelés, etc. Alors, les produits bruts surgelés, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, les brocolis bio surgelés, il n'y a pas de problème. Ça contient moins d'enzymes digestives parce qu'elles se détruisent un petit peu avec la surgélation. Mais par contre, tout ce qui est nutriments, etc., c'est très bien conservé. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc vraiment, c'est simple, l'alimentation est simple. Alimentation brute, non transformée, tu achètes des légumes, des protéines animales, etc., de bonne qualité que tu transformes, enfin que toi, tu prépares. C'est parfait. Voilà. Et le bon gras, c'est très important. Favoriser l'huile de coco pour la cuisson très forte, les hautes températures. L'huile d'olive, c'est très bien pour les températures moyennes à froid. Le ghee aussi, c'est très très bien en général toléré. C'est bien donc pour le la ghee, santé c'est le beurre clarifié. C'est ça, c'est du beurre On clarifié. retrouve souvent en Ayurveda d'ailleurs. On retrouve beaucoup dans la médecine ayurvédique, ouais, tout à fait. Donc voilà, les bons gras. Prends ton petit-déj, des bons gras, des produits relativement brut, non transformé. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup, mais qui marche très bien, c'est faire en sorte que ton assiette elle soit colorée. Ça ressemble un peu à un arc-en-ciel, ton truc. Tu vois, en gros, tout ce qui va contenir des couleurs très vives, comme là, en ce moment, à La Réunion, c'est la saison, c'est les patates douces violettes. Vraiment, quand tu les cuis, c'est un truc, mais c'est violet pourpre. Enfin, pourpre, je sais pas si c'est adapté. Violet pétant, en tout cas, UV fluo. Ça pétille de violet. Ouais. C'est ça, tout ce qui va être les myrtilles, tout ce qui va être les fraises, les framboises, les fruits rouges bio. Là, en ce moment, c'est la saison des pitayas aussi. Donc, le pitaya, tu vois la couleur très pétante que ça, même si ça n'a pas énormément d'arômes, de parfums. C'est quelque chose qui est très antioxydant aussi. Donc, finalement, qu'est-ce que doit contenir ton assiette de manière générale ? L'assiette, elle est très simple. C'est la moitié de ton assiette, c'est des légumes, un quart, c'est des protéines, un quart, c'est des féculents. Légumes, j'entends tous les légumes qui pourraient passer par la tête. Les féculents, c'est tout ce qui va être les légumes très sucrés. Les patates douces, les citrouilles, les butternuts, les courges. Le quinoa, le riz, des lentilles. Non, alors les lentilles, je les mettrais plutôt dans les protéines. Okay. Mais c'est vrai que en fonction des approches, ça sera mis dans les féculents. Okay. Moi, je les mettrais plutôt dans les protes. Après, on a dit tout ce qui est quinoa, sarrasin, marrante, millet, tout ça. Voilà, tout ça. Et les protéines, que ce soit des protéines végétales, les lentilles, le tofu, le tempeh, les graines de chanvre décortiquées. Et après, les protéines animales, que ce soit le poulet bio qu'on peut trouver à La Réunion, les poissons locaux qu'on a, les sardines, maquereaux, en roi, harengs, crustacés. Voilà, essentiellement ça. Ces aliments-là, et puis une bonne matière grasse, et voilà, et tu as ton équilibre alimentaire. Il y a une mode en ce moment des protéines, ouais. Et il y a une mode aussi qui dit que les protéines, c'est une mode. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, tu peux en dire par rapport à ça ? Alors, moi, dans les études que j'ai faites,
alors, il y a mon cœur d'apprentissage et ensuite il y a aussi tout ce à quoi j'ai essayé de me diversifier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris avec un enseignant et après j'essaie de compléter, d'enrichir mes connaissances avec d'autres médecins, d'autres approches différentes pour voir un petit peu est-ce qu'il y a un tronc commun à l'ensemble de ces praticiens. C'est redondant au niveau de certaines informations. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'il reste encore un débat très fort au niveau de la protéine. Une chose est sûre, en gros le débat c'est quoi ? Le débat c'est si je ne mange pas assez de protéines, c'est problématique parce qu'en fait la protéine est fondamentale pour le développement des tissus musculaires, ok, mais aussi pour ta santé au niveau de la glycémie, la régulation de ton taux de sucre dans le sang. En gros, si tu manges un plat dans lequel il y a des choses sucrées, comme de la patate douce ou voilà, n'importe quoi. Puis aussi au niveau de la régulation hormonale, ça c'est des conseils que tu donnes dans notre formation. Ouais, exactement. Ouais. Donc en gros, la protéine, elle a un rôle très vaste sur la santé. L'idée, c'est que pendant longtemps, il y a eu ce truc de oui, mais la protéine, si tu en manges trop, ça donne le cancer, ça cause des problèmes au niveau des reins, etc., etc. Bon. Il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas compris autour de la santé. Pendant des années, on a dit que les œufs, ça donnait le cholestérol, que le gras, c'était le truc à éliminer dans la santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conseils qu'on a dans la santé, d'un point de vue produit par l'État, les choses qu'on va apprendre de l'État, les campagnes alimentaires, etc., qu'on peut avoir, elles sont jamais fondées sur vraiment des études très complètes et concrètes. Elles sont souvent très influencées par différents lobbies, par différents marchés qui évoluent aussi au niveau de l'alimentation. Donc, les informations qu'on obtient de l'État et même du corps médical, elles sont en général tronquées ou alors pas assez mises dans le contexte et pas assez denses en termes de ressources d'informations pour les appuyer. Donc, le débat autour de la protéine, c'est si j'en mange pas assez, effectivement, je perds du tissu musculaire, je soutiens pas assez ma production hormonale, sexuelle, thyroïdienne, etc. Et voilà. Et si j'en mange trop, il y a un risque de cancer, de problèmes de reins, etc. Les deux informations sont vraies, il y a besoin des deux effets. Tu vois, en gros, la protéine, elle est ce qu'on appelle anabolisante, donc elle permet le développement tissulaire et le fait de jeûner, de manger moins de protéines, etc., ça a un effet plutôt catabolisant, donc la réduction des tissus. Typiquement, quand je jeûne, j'entre dans un état catabolique, donc le corps va se consommer lui-même, il va nettoyer les tissus qui ont besoin d'être nettoyés, il va prendre un petit peu dans ses réserves. Si j'ai une alimentation anabolique, c'est plutôt quelque chose qui va avoir tendance à développer les tissus. Or, c'est pour ça qu'on parle de problèmes un peu liés au cancer, parce qu'en fait, le cancer, c'est quoi ? C'est un développement anarchique des tissus. Et donc, ce qu'on veut, c'est trouver le sweet spot, le sweet équilibre entre pas trop catabolique et pas trop anabolique. Je veux un pile entre deux. Et ça dépend beaucoup de ton terrain. Ça dépend beaucoup de ton type de corps. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une tendance très catabolique, très facilement. Si je fais beaucoup de sport, etc., et que je ne fais pas attention à ce que je mange, je vais fondre. Je vais consommer rapidement mes tissus. Je peux avoir un état de stress rapide qui s'installe dans le corps. Donc moi, j'ai besoin d'une alimentation dense, régulière au cours de la journée et intelligente pour garder cet effet anabolique, pour ne pas trop me consommer. Et il y en a d'autres, au contraire, ils ne font pas trop d'activité physique, ils mangent un petit peu trop, ça va vite dans l'autre sens. Très vite prendre, exactement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a besoin de personnaliser les conseils et la façon dont tu vas manger. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, en France, moi, toutes les personnes que j'accompagne, on se rend compte qu'en général, 90% d'entre elles ne mangent pas assez de protéines par rapport à leurs besoins, par rapport à leur activité physique et leurs besoins physiologiques. Donc, il faut mesurer les échos qu'on a. Les échos qu'on a aujourd'hui en France de oui, les protéines, ça cause beaucoup de cancer, ça vient beaucoup des États-Unis. Les États-Unis, ils ont souvent plutôt l'effet inverse de problématique parce qu'ils vont avoir une culture, ils vont manger beaucoup de viande où ça va être très présent, la protéine, l'aspect physique, culture du corps, etc. Parce que la protéine peut aussi servir à modifier les corps, à les amplifier. Donc, les échos qu'on a de oui, il ne faut pas manger trop de protéines, ça peut être dommageable pour la santé, c'est très influencé par le continent américain parce qu'ils ont plus cette problématique de on en mange trop, il faut qu'on comprenne comment apaiser la consommation. Et puis les Américains, on les connaît, ils sont à fond. Ouais, ils vont vraiment à fond dans ce qu'ils font. Ouais. Donc quand on leur dit il faut manger des protéines, ils vont les trouver. Hein. Exactement. ils vont y aller. Donc, c'est un contexte qui est particulier. Voilà, toujours encore une fois l'idée de contexte. Voilà, le contexte. Et donc l'idée c'est de comprendre un peu c'est quoi le sweet spot pour nous à consommer. Donc comme je te disais, il y a toujours à personnaliser, il y a moyen de vraiment préciser les besoins nutritionnels des personnes. Mais si tu pars sur ce dessin dont je t'ai parlé tout à l'heure, la moitié de l'assiette de légumes, un quart protéines, un quart féculents, déjà, tu es sur un très bon socle que la plupart des personnes ne respectent pas. Donc, déjà, être sur ce socle-là,
ça sera très bien. Et après, oui, tu te rapproches d'un praticien ou tu t'étudies par toi-même comment affiner et personnaliser pour toi, pour ta physiologie. Mais déjà, ce socle-là, ça va répondre à beaucoup de problématiques. Ouais. Donc pour l'alimentation, ça serait ça. Pas sauter ton petit-déj, manger le matin, donc c'est la même chose, manger le matin, ne pas consommer d'aliments trop transformés, pas de mauvais gras, essayer de limiter quand même tout ce qui va être friture, etc., etc. Se concentrer sur les bons gras, ce dont on a parlé, huile d'olive, coco, ghee. Manger des aliments riches en oméga 3, ça c'est fondamental. Donc aliments riches en oméga 3, c'est les sardines, les maquereaux, le hareng, les anchois. Oui, il y a des oméga 3 végétaux dans les graines de lin, dans les noix, etc. Mais les oméga 3 végétaux qui s'appellent les ALA, en gros il y a 3 types d'oméga 3 différents, tu as EPA et DHA qui eux sont essentiels. Qui sont essentiels. C'est, on va dire, vraiment les formes les plus actives et très efficaces pour la santé du cerveau, l'abaissement de l'inflammation, etc. Ça, c'est uniquement dans les produits animaux. Et ensuite, tu as les ALA. Donc ça, c'est les oméga 3 végétaux qui, en gros, sont assimilés par le corps, mais après, ils vont être convertis en EPA-DHA, mais qu'à hauteur de 16% de ce que tu as consommé. Donc, c'est pas possible d'avoir suffisamment d'oméga 3 par ton alimentation uniquement par de l'alimentation végétale. Donc, tu as 2 options. Donc déjà, ça vient mettre en branle un petit peu le paradigme de l'alimentation yogique. Ça vient mettre en branle un peu le paradigme de ça. Tout à fait. Il y a vraiment, même dans les algues… Si, alors en fait, les poissons contiennent des oméga 3 parce qu'ils ont mangé des algues particulières qu'ils ont converties eux-mêmes en oméga 3 qui très dense. Si on veut avoir ces algues, ça coûte très cher, non ? Ça coûte très cher. Ouais. Il n'y a pas encore vraiment d'études assez denses sur est-ce que si tu prends en tant qu'humain les oméga 3 sous forme d'algues, est-ce que toi tu vas être capable de les convertir suffisamment pour avoir suffisamment d'OPA-DHA ? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça tend vers ça, mais il n'y a pas assez de recul pour vraiment savoir si sur le long terme ça a le même type d'effet. En tout cas, dire que c'est égal aux oméga 3 animaux, c'est pas possible encore. Mais par contre, on sait que si la personne a une éthique végane stricte, elle peut déjà se supplémenter par ça, mais ça a un coût et il faut se supplémenter. Tu ne pourras pas avoir ça parce que c'est des algues spécifiques dont tu as besoin d'extrait. Tu ne peux pas juste consommer du kombu ou des choses comme ça. Ça permet de mettre en lumière quelque chose. C'est que l'alimentation yogique, y a un concept, c'est je veux faire le moins de mal possible aux êtres vivants. Ouais. D'accord ? Et finalement, ça, on peut, cette philosophie, l'adapter à la réalité d'aujourd'hui que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il faut des oméga 3, on en trouve principalement dans les poissons. Si on veut vraiment en avoir hors des poissons, c'est des algues qui coûtent très cher. C'est pas des choses, les algues dont tu parles, qui sont présents dans l'alimentation yogique qui est présentée de manière classique. Bien sûr. Donc l'alimentation yogique, c'est avant tout un contexte et une philosophie. C'est une philosophie particulière. C'est pas encore une fois quelque chose, c'est pas une liste d'ingrédients fixe qui va traverser le temps et les époques comme ça. Et puis il faut garder à l'esprit que la pratique yogique à son origine, le but ultime de cette pratique, c'est l'affranchissement du corps physique et l'éveil spirituel. Donc, c'est en aucun cas l'objectif et la bonne santé physique. Bien sûr. Donc après, chacun a son objectif. Tu peux avoir cet objectif personnel de te dire, moi, ce que je veux, c'est l'affranchissement du corps, quelles que soient tes raisons. Elles sont juste pour toi, il n'y a pas de souci. Mais il faut garder ça à l'esprit, que l'origine à la base de ces approches-là, elles ne sont pas à tendre vers le bien-être comme aujourd'hui le yoga s'est transformé, où on voit ça comme une pratique bien-être physique et mentale. À l'époque, c'était des ascètes qui faisaient ça dans des grottes, loin de tout, etc. Et l'idée, c'est je mets le corps de côté et je sublime, je développe l'esprit dans une direction très spécifique. C'est parfaitement louable, mais il faut avoir conscience de ça. Quand tu mets des choses en place pour toi dans ta vie, prends en considération le contexte, d'où viennent ces conseils que tu mets en place. Quoi. Ouais. Le raccourci, il est… Ouais, le raccourci est grand. Et surtout que, encore une fois, on comprend mal le contexte. Parce qu'on peut se dire, oui, mais regarde, en Inde, tu as une très grande partie de l'Inde qui est végétarienne. Il y a beaucoup de personnes qui vivent très longtemps, en très bonne santé en Inde, etc. Oui, mais il y a aussi une diversité alimentaire qui est à prendre en compte. Déjà, tu n'as pas les mêmes gènes. Parce que, tu vois, aujourd'hui, on se rend compte… Alors, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais on se rend compte qu'en fonction de tes ancêtres, il y a de grandes chances que tu puisses tolérer ou non certains aliments. Par exemple, tu vois, on observe que beaucoup de personnes qui ont des ancêtres qui sont
plutôt issus de la région asiatique, vont avoir plus de mal, plus de sensibilité avec les produits laitiers. Parce que traditionnellement, ce n'est pas des choses auxquelles ils ont été beaucoup exposés au niveau de leur gène, tu vois. Donc déjà ça, tu n'as pas le même génome, tu n'as pas le même biote intestinal quand tu nais, etc. Parce que eux, quand tu nais dans un contexte environnemental, ton corps va s'adapter aussi à ton environnement. Ils n'ont pas les mêmes denrées, c'est-à-dire que oui, une des sources peut-être de protéines principales d'une alimentation végétarienne en Inde, c'est les lentilles. Mais quelle diversité de lentilles ils ont par rapport à nous. Nous, on a les lentilles vertes, les lentilles corail. Bon, très bien. Mais est-ce qu'on a l'espérance de vie en Inde? Je sais pas du tout. Voilà. Ça, je sais pas. Je pense que tu peux vivre très longtemps. Elle va s'afficher à l'écran. Ouais, pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Je pense que tu peux vivre très longtemps avec un régime végétarien comme ça se fait beaucoup en Inde, etc. Je pense que c'est possible, mais néanmoins, encore une fois, gènes différents, biote intestinal différent. Contexte aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Exactement. Est-ce que tu es au four ou un moulin? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu es sur un hamac en train de manger des pastèques? C'est quoi ta vie? Tout à fait. Ouais. Ensuite, denrées alimentaires très différentes aussi, parce qu'une grande diversité de légumineuses, contrairement à ce qu'on a ici, avec aussi dans les ruralités des choses qui sont sans pesticides, non transformées, des espèces anciennes. Il y a la connaissance aussi de savoir, même si ce n'est pas intellectuel quand ils préparent leurs plats, mais les plats traditionnels sont toujours très intelligemment faits. Par exemple, tu vois, quelque chose qu'on peut reprocher à l'alimentation végétarienne, c'est si c'est mal fait d'avoir des carences en fer qui s'intègrent derrière. Parce que c'est plutôt du fer non héménique, donc c'est une forme de fer qui est un peu moins assimilable que le fer que tu trouverais dans la viande ou dans les produits animaux. Mais sauf que quelque chose qui permet de très bien assimiler le fer non héménique, donc le fer végétal, c'est d'intégrer avec ça une forme de vitamine C par exemple. Donc du jus de citron, des herbes fraîches, de la coriandre, etc. Et tu le verras, dans la plupart des plats indiens, s'il y a beaucoup de lentilles, il va y avoir du jus de citron, il va y avoir des épices spécifiques, il va y avoir de la coriandre, des herbes fraîches, etc. Tout ça fait un complexe qui fait que ton plat sera beaucoup plus nutritionnel que le Pokéball que tu vas acheter avec ton quinoa, tes lentilles, tes 3 carottes et tes 3 edamame. Là, il y a une connaissance nutritionnelle dans ce qu'ils font, pas même biote intestinale, pas même gène, pas même origine d'aliments, diversité nutritionnelle souvent et dans connaissance. Il fait un peu frais. Nous, on est à La Réunion, dans les bas, il fait très chaud. Ouais, tout à fait. Tu manges moins salé. Tout à fait. Donc voilà, il y a toujours une histoire de contexte. D'où est-ce que je m'inspire en fait? Est-ce que je mange comme ils feraient à l'autre bout du monde? D'accord, ok. Mais est-ce que j'ai la même vie que ces personnes? Tu vois? Oui, par exemple. Peut-être que ces personnes mangent moins, etc. ou mangent différemment, mais par contre, ils ont une vie rurale qui est tellement plus active. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du sport, du mouvement. Ils n'ont pas du tout une vie sédentaire. Ils ont une vie où ils sont constamment exposés au soleil, ils sont constamment les mains dans la terre, il y a des échanges électromagnétiques qui sont beaucoup plus profonds et cohérents que nous. Tout le temps, les chaussures, etc., on est complètement coupé du sol. Donc, ils ont aussi un rapport à l'énergie de la terre qui est différente. Ils ont une alimentation qui est différente. Ils ont une activité physique constante tout au long de la journée. Ils n'ont pas besoin d'aller à la salle pour être fit et pour être en bonne santé physique. Donc voilà, c'est toujours une histoire de contexte en fait. Donc après, s'inspirer de ça, mais aussi l'adapter à soi. Voilà. Et dernier conseil par rapport au sommeil. Ouais, encore le parallèle, ce qui est dit dans le yoga, ce qu'on peut appliquer sur nous. Ouais. Par exemple, dans le yoga, on va dire, voilà, faut se lever avant le lever du soleil. Donc en Inde, par exemple, ou en Thaïlande, ou dans des pays qui sont proches de l'équateur, le soleil se lève tôt. Ouais. Donc on va dire, tu te lèves à 4h30, 5h, etc. Bon, c'est sûr que quand tu es en Europe, en hiver, quand le soleil se lève à 9h, si tu te lèves à 4h, t'as quand même pas mal de temps avant de... Puis quand il arrive, il fait un peu gris. Donc, voilà, par exemple, un exemple de contextualisation. Donc on se dit, je me lève à 4h. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est à quelle heure on va se coucher. Bah oui, c'est ça. Tout à fait. Moi, ça me paraît, ça me paraît aberrant. Du coup, tu viens en mode occidental, tu couches tard et tu te lèves à 4h. Voilà, tu t'es yogi, tu te lèves à 4h. Mais ok, lève-toi à 4h, mais couche-toi à 20h. Bah oui, c'est ça. Mange à 18, couche-toi à 20. Si tu rentres chez toi, qu'il est 22h ou 21h, tu manges et tout, parce que tu t'as donné des cours le soir et tout, tu vas te coucher tu te lèves à 4h, moi je l'ai déjà fait. Ouais, ça dure 1 mois, 2 mois, mais après t'es... Ouais, effet à long terme. Je crois que moi j'ai eu un épuisement, je suis venu te voir par rapport à ça. Je pense que ça c'est lié. Parce que je pense que ça fait partie du lien. Je dormais 4-5 heures et je me disais bon ça va. Ouais. En fait j'étais stimulé parce que je pratiquais le matin, etc. et tout. Mais il y a des nuits je dormais pas mon quota d'heures.
Ouais. Par contre, quand je me levais à 4h et que je dormais à 20h la veille, ce qui était rare parce que j'avais pas cours, donc c'était une fois par semaine, là j'étais en pleine forme. Ok. Donc, voilà, contextualisation par rapport aux heures de sommeil, voilà, c'est quoi les conseils Les heures de sommeil, après, ça sera propre à chacun. Il y a des physiologies différentes, mais on va dire entre 7 et 9 heures, quoi. Tu peux pas dormir entre moins de 7 et 9 heures. Après… Si tu te couches à 20h, est-ce que tu peux dormir 6 heures? Non, ça dépend pas. Après, chacun fait son expérience, hein, mais ça dépend pas de l'heure à laquelle tu te couches, en fait. Il faut vraiment un quota de récupération. Après, oui, il y a des gens qui vont te dire… pourquoi pas? Il y a des gens qui vont te dire que je dors 5 heures par nuit, je suis habitué, ça va très bien. Tu vois, moi j'ai un ami là, chez qui je fais les barres de la marque EOS, là, les barres protéinées. Lui, il est boulanger. Franchement, il dort rien, mais vraiment rien. Et il abat une quantité de travail, une vie de famille, machin. Moi, je serais incapable de faire ce qu'il fait. Et je lui dis, moi, je fais ton rythme de vie une semaine. Il m'en faut 2 pour récupérer. C'est pas possible, tu vois. Et pour autant… on a déjà eu cette conversation avec lui. C'est pas parce qu'il tient que c'est bon, tu vois. C'est pas parce qu'il est habitué à avoir toujours vécu comme ça et qu'aujourd'hui ça tient encore qu'à un moment il va pas péter en vol, tu vois. Et moi je lui ai partagé ça, tu vois. Je lui dis, moi à mon avis, Pierre, viens, on met de petites choses en place de fond quand même pour un peu aider ton rythme de vie parce que c'est pas tenable. À un moment, même si tu as la sensation, même si tu as un effet, moi, tu as l'impression j'avais aussi que la tu tiens, sensation d'être une machine. Normal. Oui, c'est normal. Mais parce que, encore une fois, effet à court et effet à long terme. On ne peut pas savoir à quelle vitesse le corps va s'abîmer quand il va être exposé à un facteur stressant. Tu vois, moi, par exemple, je sais que je suis assez sensible au stress. Je peux très vite m'épuiser, tu vois. Alors qu'il y a des personnes qui vont tenir ça des années parfois. Ça devient un peu leur routine, leur façon d'être. Et ils ne se rendent pas compte à quel point ça va poser problème après. Parce qu'il y a forcément un moment où ça va péter en vol, tu vois. Moi, j'aime bien l'exemple du désert. Ouais. Tu sais pas combien de temps tu vas marcher avant de tomber. Exactement. Mais c'est pas parce que tu marches que tu vas pas tomber. Ouais. Puis le corps, en fait, c'est une machine hyper performante. Donc en fait, c'est comme une bagnole, c'est-à-dire qu'elle va t'amener très loin, jusqu'à temps que tu n'aies plus la moindre goutte d'essence dans le truc. Mais par contre, quand elle va s'arrêter, elle va s'arrêter. Elle va pas redémarrer. C'est pas genre je m'arrête un peu, je redémarre un peu, j'arrive à aller jusqu'à la prochaine station. C'est quand tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. D'où encore une fois la connaissance, la prise de conscience du court, moyen, long terme. Exactement. Exactement. On en a parlé tout au long du podcast, on l'a étayé avec beaucoup d'exemples. Ouais, tout à fait. Et quelque chose pour illustrer un petit peu ça, mais alors pourquoi moi ça marche quand j'arrive je dors peu et j'ai quand même de l'énergie. En fait, parce que quand tu vas commencer à exposer ton corps à un effet de stress, il va avoir différentes façons de réagir. Il y a des personnes qui vont figer, il y a des personnes qui vont très vite s'épuiser, etc. Et il y a des personnes chez qui ça va créer de l'excitation. Parce qu'en fait, quand tu es face à du stress, tu vas produire du cortisol. Et la cortisol, tu vas aussi souvent produire un peu noradrénaline. Donc en fait, tu as cet effet excitant, stimulant, etc. Donc tu as l'impression, tu associes ça à de l'énergie. Donc tu as l'impression que ça te fait du bien. Mais ça te fait du bien au début. Mais après, au fur et à mesure, il y a souvent de l'épuisement qui va arriver. Combien de temps ça prend? Ça dépend des gens, on ne sait pas. Enfin, ça va vraiment dépendre des types de corps et des métabolismes. Mais l'épuisement, c'est quelque chose auquel personne ne peut échapper. Et voilà. Et pour illustrer ça une dernière fois, souvent, dans le milieu du yoga, on prend l'exemple de ça, mais souvent, on va avoir cette idée de oui, écoute-toi, écoute tes sensations, machin. Mais ça, il faut être tempéré avec ça. Parce que tu vois, moi, j'accompagne des gens, par exemple, qui vont avoir des problématiques digestives et notamment des candidats albicans. Une des caractéristiques principales quand tu as des candidats albicans, c'est que tu vas avoir une grosse appétence pour le sucre. Tu vas très souvent avoir envie de sucre. Si cette personne s'écoute, elle a envie de sucre tout le temps. Alors c'est quoi le point? On dit en fait oui, écoute-toi, tu as envie de sucre, mange du sucre. Non, alors là cette personne au contraire, le sucre ça va ne faire que nourrir les champignons, etc. qu'elle a. Donc ok, on ne va pas radicalement enlever le sucre, on va trouver des alternatives, tempérer, la réhabituer, s'occuper de la paroi intestinale, des candidats albicans, etc. Et s'écouter, oui, ok, mais sur un corps équilibré. Ok, un corps équilibré peut te donner des bons indicateurs, mais un corps déséquilibré va te donner des envies, des besoins qui ne sont pas les plus pertinents. Parce que ton corps, il ne peut pas te dire, il ne va pas t'envoyer un SMS. Il va là où c'est le plus facile. Mais oui, il ne va pas t'envoyer un SMS, te dire, écoute, là j'ai envie de sucre, mais ce n'est pas spécifiquement ce qu'il me faut, parce qu'en fait, non, lui, il t'envoie une pulsion qui est ce qu'elle est, et toi, après, tu l'interprètes comme tu veux. Mais aujourd'hui, on est tellement dans le dev perso, etc., on est tellement en mode, il faut s'écouter, tes ressentis, c'est ce qui est le plus important et tout. Non, tes ressentis, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le matin, quand toi, par exemple, tu dois bosser, là ce podcast ça fait 10 fois qu'on le fait, au bout d'un moment c'est relou, et si tu t'écoutes, ta petite voix intérieure elle dit ah non c'est chiant, j'arrête.
Mais non, t'écoutes pas ton émotion à ce moment-là, tu vois. Genre, tu prends la mesure des choses. Ok, j'ai un ressenti, mais bon, j'ai conscience que cette discussion, elle est hyper pertinente. Ça peut apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui nous écoutent, à nous-mêmes là dans l'échange, c'est super intéressant. Voilà. Et ben, je prends sur moi, je fais le truc, tu vois. Donc, il y a toujours ça. Oui, s'écouter, bien sûr, c'est important, bien sûr, c'est une bonne boussole, mais il faut mesurer qui tu écoutes et à quel moment tu écoutes. Ouais. Donc oui, par rapport à s'écouter, moi j'ai énormément d'exemples. C'est que le corps, il va toujours là où c'est le plus simple. Ouais. T'es un peu stressé, t'es en fin de semaine, t'as envie de boire. Est-ce que tu t'écoutes? Voilà, je vais boire, est-ce que c'est bon pour moi? Non, c'est pas bon pour moi. Mais pourtant, j'avais envie. Donc je me suis écouté. C'est pareil en yoga, c'est ok, je fais des flows, oh ça me prend la tête, la précision et tout. Mais ton corps, il va toujours dans la même articulation, il va toujours dans la même vertèbre. Il fait toujours le mouvement sur 2 vertèbres au lieu de le faire sur 32. Tu vas toujours engager les quadriceps, mais ça va affaiblir les ischios, les adducteurs, etc. Donc, le corps, il va toujours là où c'est le plus facile. Donc, il va toujours à l'inverse, parfois, de ce qu'il faudrait faire et par rapport à ce qu'on écoute. Et ça marche, on va dire, l'écoute, sur quelqu'un qui est éduqué. Sur quelqu'un qui a été instruit, qui a eu de l'éducation par rapport au corps, par rapport à l'alimentation et tout, qui va comprendre comment ça fonctionne et qui va se dire « Ok, maintenant j'ai ce ressenti, mais par rapport au relief de mes connaissances, est-ce que je l'écoute ou pas ?» C'est là où c'est intéressant. Tout à fait. Tu vas pas t'écouter, sinon les feignants, ils seraient rois du monde. Tout à fait. Et en même temps, c'est comme l'histoire de la protéine, je pense qu'il y a toujours besoin de trouver ce sweet spot où, dans l'approche du yoga, on peut souvent avoir cette volonté interventionniste de dire je veux contrôler mes émotions, tu vois. Je veux être gentil, respectueux, il ne faut pas que je sois en colère, etc. Ce qu'on a tous un peu exploré à un moment donné. Moi, par rapport au monde du yoga, c'est ça qui me dérange. D'accord, ouais. C'est que les mots bienveillance, amour et tout ça, ils sont formulés d'une manière très superficielle. Et on se rend vite compte que les personnes parfois qui écrivent tout ça, tu as un contact avec elles et tout, il y a tout sauf la bienveillance, le respect et tout. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu dérangeant que ça soit employé à grand son de trompe comme ça, sans le réaliser soi-même et sans le mettre en application soi-même. Complètement. Ouais. Donc voilà, pour moi, il y a un sweet spot à trouver, à se dire, ok, ce que tu ressens a quand même aussi sa place et aussi de la valeur, tu vois, notamment les émotions. Et quelque chose, je voulais te partager ça parce que ça m'a complètement retourné l'esprit. J'ai pas amené le livre avec moi. J'ai lu un bouquin récemment qui s'appelle Menopause Mind. Et en fait, cette nana, c'est une médecin chercheuse qui a étudié l'évolution du cerveau des femmes tout au long de leur vie. Alors, elle a étudié ça par scanner, ils en ont fait vraiment beaucoup, ça a été des très grosses études, et tous pas genre 3-4 patients, ça a vraiment été des grosses cohortes, etc. Et ce qu'elle s'est rendu compte, donc son titre c'est Menopause Mind, mais ce qu'elle enseigne, c'est pas uniquement autour de la ménopause, c'est en fait d'expliquer que le cerveau des femmes, elle prend l'exemple des femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes, hein, je pense si on menait ce type d'études-là, mais le cerveau des femmes, tout au long de leur vie, va se modifier, surtout autour de 3 grands P. La puberté, la périnatalité et la préménopause. Et ce que tu observes dans les scans cérébraux, c'est incroyable, c'est que les cerveaux, quand ils arrivent autour de ces 3 grands P, les cerveaux s'atrophient. Donc quand un cerveau s'atrophie, il perd certaines fonctions, tu vois. Et après, il se redéveloppe. Après, autour de chaque P. Avec des nouveaux ressentis, des nouvelles pensées. Avec des nouvelles compétences liées au moment de vie. Donc la puberté, le cerveau s'atrophie, nettoie ce qui est vraiment pas nécessaire juste pour la survie de la personne. Et ensuite, il se redéveloppe en développant plus précisément certaines structures cérébrales. Quand j'arrive à la puberté, je commence à vraiment m'intégrer socialement, à comprendre les besoins de l'autre, l'empathie, le fait que les décisions que je prends impactent
l'autre, etc. Enfin, tu vois, tout ça, ça développe. Le fait de devoir intégrer beaucoup de connaissances intellectuelles, ce qui n'est pas vraiment demandé aussi quand tu es beaucoup plus enfant, parce que là, du coup, tu vas commencer à avoir beaucoup plus de connaissances théoriques, à avoir des choses plus imagées, etc. Et tout ça, ça sera pareil autour de la périnatalité. Tu vois, par exemple, elle expliquait que la région du cerveau qui permet l'identification autour de toi, le suivi 3D d'un objet, se développe beaucoup en périnatalité, parce qu'en fait, la femme va avoir besoin de cet outil de survie pour la protection de son bébé après. C'est-à-dire qu'en fait, tu verras, bon, je pense que c'est pas un truc qui se vérifie à 100% des cas, mais moi, je l'observe à chaque fois que je suis avec des couples d'amis qui ont des jeunes enfants. Tout le temps, voilà, on boit un coup, on est avec le couple d'amis, et à un moment, je sais pas, l'enfant commence à se balader autour, etc. Le père, lui, il est plus dans la discussion, il fait pas trop gaffe d'où va être l'enfant, alors que la mère, elle va toujours être au taquet, et dès qu'elle va entendre un moindre bruit, elle sait exactement géographiquement où est placé l'enfant. Et ça, c'est parce que voilà, tu as des zones du cerveau qui vont se développer plus particulièrement. Donc moi, ça m'a complètement rendu fou parce que j'ai trouvé ça incroyable que le cerveau, je ne savais même pas que c'était possible, que le cerveau du coup s'atrophie et après se redéveloppe pour permettre ça. Et ce qu'elle expliquait aussi, c'est que, notamment quand tu arrives dans la périménopause, il y a quelque chose de problématique qui peut arriver, c'est que quand tu arrives dans ces moments-là, la production d'œstrogène progressivement descend chez la femme. Ça, c'est naturel, c'est OK. Le truc, c'est qu'en fait, l'œstrogène, il a un rôle fondamental dans le fonctionnement du cerveau. La plupart des régions du cerveau qui sont responsables de tout, qui sont responsables de tes envies, tes besoins, la capacité à ressentir telle ou telle émotion, à interagir avec les autres, etc., à apprendre, tout ça. La plupart des régions du cerveau ont des petites serrures à oestrogène. Donc pour qu'elles fonctionnent, ces régions du cerveau, elles ont besoin d'être activées par des stimuli œstrogéniques. Le truc, c'est que vu que cette production, elle descend progressivement, il y a beaucoup de régions du cerveau qui sont moins stimulées. Et moi, le parallèle que je voulais faire avec notre discussion, tu vois, de dire dans l'approche yogique parfois qu'on peut avoir, ou même de dev perso, pas forcément que le yoga, tu vois, de se dire oui, que les émotions, c'est quelque chose que tu dois contrôler, c'est pas forcément bon, c'est pas machin, etc., les mettre de côté. Etc. Frère, tu as des régions de ton cerveau qui sont faites pour ressentir ça. Donc, les émotions sont normales, tu vois. Les émotions font partie de l'être humain, c'est quelque chose à écouter, à mettre en place, etc., à porter l'attention là-dessus. Mais c'est toujours une histoire de sweet spot. Tu peux pas laisser tes émotions te guider, tes pulsions te guider. Dans ce cas, sinon, il n'y a pas d'interaction sociale. Dans ce cas, tu fais rien, parce que comme tu disais, de base, le cerveau, il est plutôt câblé pour la survie et pas pour le développement. Donc, voilà. Sur les émotions, je vais rebondir sur quelque chose qui parfois me trouble. C'est qu'on va dire, bon, tes émotions, elles sont là, il faut les vivre, etc. Il y a plein de techniques pour faire passer une émotion et la vivre. Ça, c'est très, très bien. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand tu as une bonne pensée, tu as une bonne émotion. Et quand tu as une mauvaise pensée, tu as une mauvaise émotion. Et le seul truc que tu peux influencer, c'est la pensée. Oui, parce que je te donne un exemple. Les caméras cachées. Il y a des situations en caméra cachée où la personne, elle est dans un niveau émotionnel, mais plus bas que terre. D'accord. Mauvaise pensée, mauvaise émotion. Et dès qu'on lui annonce, tiens, qu'en fait, c'est pas vrai, boum, elle rigole, etc. Ouais. Une bonne émotion. Donc, quand je fais mes accompagnements, on joue beaucoup là-dessus. Si tu changes ta pensée, tu vas changer tes émotions sur le moyen et long terme. Alors oui, c'est intéressant de vivre tes émotions, etc., mais tu peux pas modifier l'émotion. Ouais, tu n'as aucun... Et qu'on me dise, c'est l'émotion qui vient avant ou après, on s'en fout. Ouais. Le seul levier d'action que tu as, c'est modifier la pensée. C'est ton rapport à l'émotion. Ton rapport à la situation. Qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu te racontes, comment tu vois les choses, etc. Donc, voilà, encore une fois, quelque chose, des fois, qui est dans le monde du bien-être, etc. On s'y perd, on ne sait plus. Non, modifie ta pensée, tu vas modifier ton émotion. Et c'est toujours intéressant de vivre son émotion. Ouais, carrément. Pour finir, comme on est tous carencés en protéines, à 80-90%, tu t'es mis à fabriquer des barres de protéines. Est-ce que tu peux nous en parler? Pour la petite histoire, j'ai quelques personnes que je connais qui t'en ont commandé, elles sont très bonnes, il y a un super goût, tu nous en as fait goûter dans la formation et tout. Donc voilà, ces barres de protéines, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, bien sûr. En gros, ce sont les premières barres protéinées, bio, vegan, crues, sans gluten, faites à La Réunion. Ça vient du fait que moi, je les ai conçues pour moi à la base, parce que comme je te disais, moi, je suis assez catabolique, donc j'ai du mal à construire du tissu, et j'avais besoin d'intégrer intelligemment des choses équilibrées nutritionnellement dans mon alimentation. Et j'étais très fan de ce concept de barre. Je trouve que c'est à la fois pratique et à la fois très bon. Tu vois, en même temps, tu as l'impression de manger quelque chose de très gourmand. On n'est pas sur un truc diététique. Et en même temps, je trouvais que ça avait un intérêt dans mon quotidien, que c'était facile à intégrer. Du coup, j'ai commencé à en fabriquer pour moi et en faire goûter à des potes et tout. Et en fait, je me suis dit, mais j'aimerais beaucoup partager ça aux gens parce que j'entre par le milieu du sport que je pratique aujourd'hui, donc du crossfit et puis probablement un peu du trail, etc. Mais en soi, c'est des produits qui sont vraiment destinés à tout le monde. Tu vois, que ce soit des gamins quand tu vas à l'école pour avoir un snack super sain, que ce soit toute personne, même si c'est pas une journée où tu fais du sport ou quoi que ce soit. Enfin, genre, c'est vraiment quelque chose de... Au bureau, je vais avoir un repas léger à midi, au moins j'ai une petite barre de prot. Tout à fait, voilà. Donc on a 3 parfums différents. Il y en a une, c'est un peu la pâte à cookies, quoi, donc avec de la vanille bio de Saint-Philippe, du beurre d'amande maison, des éclats d'amande, des pépites de chocolat. Il y en a une, c'est plus la mocha, donc avec du café infusé à froid, du beurre de cacahuète maison, du cacao de Madagascar et du chocolat. Et la dernière, c'est un peu la type Bounty avec du beurre de coco, de la coco râpée et du chocolat aussi par-dessus. Pour ceux qui nous écoutent, il y aura ton numéro en description dans le podcast, la page Insta pour regarder un peu ce que c'est. Et puis si on veut en commander, on t'appelle, on t'envoie un message. Donc ça peut être pour des salles de sport, de crossfit, ou à titre personnel, pour complémenter un petit peu notre alimentation, surtout quand on est dans des grosses périodes de développement physique ou qu'on a beaucoup de boulot, qu'on n'a pas trop le temps de se faire à manger ou de se faire bien à manger, ça peut être un bon complément. Voilà, c'est ça, comme tu dis, un complément. Ça remplacera jamais un repas ou quoi que ce soit, mais c'est une bonne chose à associer. Ouais. Ok. Et du coup, par rapport à tes accompagnements, moi, je connais énormément de personnes qui sont venues te voir, que j'ai envoyées. Moi-même, j'en ai profité de tes accompagnements. Quand on met en application, je dis bien quand on met en application, si on vient te voir et qu'on écoute et qu'on ne met rien en application, c'est sûr que rien ne va fonctionner. Par contre, tous ceux ou la plupart des gens que je connais qui ont mis en application ce que tu leur as conseillé de faire, moi compris, ça fonctionne d'une manière qui est assez stupéfiante, c'est que on a vraiment l'impression que là, ça fonctionne. Ouais. ça coûte un peu plus cher parce que tu vas nous dire d'acheter certaines choses peut-être, etc. Qu'il va falloir peut-être modifier beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ça fonctionne enfin. Ouais. Je suis fatigué, tu nous expliques pourquoi, on se dit « Ah ouais, d'accord ». C'est vraiment rationnel. Et puis on met en application les choses et puis on n'est plus fatigué. J'ai des boutons. J'ai plus de boutons. J'ai plus de boutons. Je vais au chiottes, c'est toujours liquide ou je suis constipé. On met en application. Au bout de quelques semaines, il y a des belles merdes, entre guillemets. Mais voilà, donc moi, ce que je trouvais intéressant dans ton approche, c'est que tu as une vision très très globale. On prend l'Ayurveda, la naturopathie, diététique moderne, les nouvelles recherches. Tu vas toujours te documenter, essayer d'être à jour et à la page. Et voilà, je pense que j'en ai bien parlé, mais est-ce que tu peux en parler Non, voilà, c'est vraiment ce que tu as décrit. J'ai rien de plus à ajouter, ne serait-ce que... Le cœur de ce travail, c'est ce qu'on a dit tout au long du podcast, c'est le travail à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est comprendre la cause du déséquilibre, travailler sur les symptômes s'il y en a pour soulager la vie, bien entendu, mais travailler vraiment sur le fond et mettre ça en place. Ce que ça demande, moi, aujourd'hui, je précise vraiment ça quand je commence le travail avec les gens, c'est ça demande un investissement de la personne. Bien sûr, il y a un investissement financier. Après ça, en fonction des limites et des possibilités de chacun, je vais toujours adapter ce que je propose à la personne parce que voilà, il n'y a pas besoin d'être riche pour être en bonne santé. Mais par contre, ce que ça nécessite, c'est que la personne mette en place des choses. Et ça, au final, c'est l'investissement parfois qui est le plus lourd pour les gens. Tu as des personnes que j'accompagne qui ont plein d'argent, mais par contre, les changements, c'est compliqué. C'est hyper dur. Et au fur et à mesure, naturellement, on arrête le travail ensemble parce que
Parce que on ne peut pas avancer sur un terrain s'il n'y a pas de changement de fond. Bien entendu, le changement est progressif, tu vois. Genre, à aucun moment, la personne vient me voir et je lui donne une liste de 70 trucs à faire et puis je lui dis, vas-y, on se revoit dans un mois, ciao. Oui, parce que tu as appris la pédagogie dans ta formation. Exactement. Ça marche pas parce que les choses. Ce qu'on fait, en fait, c'est pas un programme. Tu vois, c'est pas la personne, elle repart avec un programme spécial problème. C'est en fait, ok, petit à petit, je vais changer des choses dans mon quotidien pour qu'en fait, ma façon de vivre évolue progressivement en fonction des besoins que j'ai physiologiques. C'est ça l'idée. Donc après, même si on change qu'un paramètre à chaque fois qu'on se voit, c'est top, mais il faut le changer. Tu vois. Et il y a des personnes qui ont des problématiques très denses, très compliquées, très profondes, qui littéralement leur pourrissent la vie. Et je t'assure, Cyril, c'est très compliqué pour ces personnes de changer des choses. Et il n'y a aucun jugement de ma part, parce qu'en fait, si la personne aujourd'hui, elle est dans ce flux, un peu dans ce contre-courant, elle a ses raisons aussi, tu vois, elle a ce qu'elle a vécu avant, le contexte de vie aujourd'hui, etc. Mais c'est juste que moi, d'une manière cohérente et honnête avec la personne, je ne peux pas continuer à t'accompagner. Déjà parce qu'il n'y aura pas de résultat, donc d'une certaine part c'est frustrant pour moi parce que j'aime bien aussi voir que la personne va de mieux en mieux, mais c'est aussi frustrant pour toi parce que ça avance pas et en plus tu perds de l'argent. Donc l'idée c'est vraiment, ok, on travaille ensemble, mais que s'il y a la possibilité de mettre progressivement des choses en place et de s'y tenir, etc. Et souvent, on se concentre tout le temps sur le négatif. Tu vois, moi, c'est pour ça, je te disais, moi, quand j'accompagne des gens, je prends tout le temps des notes. Je prends beaucoup de notes au cours de l'entretien parce que ça me donne un point de repère de à quel moment, quel est l'état de la personne quand on se rencontre. Et quand on se revoit le mois d'après, on commence, je dis bon, alors comment ça va, etc. Systématiquement, la personne commence à me lister ce qui ne va pas. Et en fait, elle s'arrête là. Et je dis d'accord, ok, donc il y a ça qui sont améliorés, ok, ça va pas, mais ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ah bah oui, en fait, non, c'est vrai, tout ça, moi, en fait, tout ça, j'ai plus de problème. Ah bah ça va, en fait. Mais en fait, mais c'est naturel, moi y compris, je pense, on se concentre que sur ce qui va pas. Et donc, c'est très important de mettre en lumière à la personne, de voir, oui, mais regarde, en fait, ça avance, parce qu'il y a 6 points sur 10. Et du coup, ça encourage les personnes Et ça encourage, parce que ce qui fonctionne dans cette approche-là, vu qu'on n'est pas dans une approche pharmaceutique immédiate, ce qui fonctionne dans cette approche-là, c'est la régularité. Plutôt que de s'y mettre à fond, faire un giga programme hyper dur pendant un mois, puis après tout arrêter et reprendre toutes les mauvaises habitudes, non. On change des petits trucs, c'est la régularité quotidienne, les petites choses quotidiennes qui vont faire que tu vas avoir des résultats exponentiels après. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on réalise que ça fonctionne, et après, c'est très dur de retirer. Ah bah oui, non, bien sûr. Après, c'est plus dur de retirer ce que tu nous as demandé de mettre. Oui, mais bien sûr. Je le vois en vacances, c'est très très perturbant et très dur de... Et quand on revient de vacances, on est très pressé de remettre les habitudes. Ouais, tout à fait. C'est une fois que tu élèves ton standard de qu'est-ce que c'est ta santé, et que tu commences à entrer dans un état plus, tu vois, plus flow, où tu as plus d'énergie, tu dors mieux, tu te sens mieux dans ta tête, dans tes relations, etc., naturellement, tu ne reviens pas en arrière, tu vois. Et c'est pour ça que je dis aux personnes, souvent quand on commence, je dis, s'il te plaît, fais-moi confiance 1 mois. Même ne serait-ce que 2 semaines, parce qu'il y a certaines personnes, de là où ils partent, je sais que si au moins ils font ça pendant 2 semaines, déjà ils vont voir des trucs radicaux. Je dis, fais-moi confiance au moins 2 semaines. Fais ce que je te dis là, sérieusement sur 2 semaines, et après, tu n'auras plus besoin que je te demande de me faire confiance. Naturellement, tu vas continuer à suivre ce qu'on met en place parce que tu vas voir l'évolution, tu vas voir comment ça va te faire du bien. Et une fois que tu as compris les bénéfices que ça t'amène, t'as pas besoin de preuves, on n'a pas besoin de te faire un délire marketing pour que tu adhères au produit en fait, parce que tu as compris les bénéfices que ça t'apporte. Donc naturellement, tu vas mettre les choses en place, tu vois. Donc, et du coup, là, toi, ça fonctionne, tu as du monde, tu as des gens qui viennent te voir. Ouais, ça fonctionne très bien. On évolue avec des personnes que je suis depuis longtemps, au fur et à mesure des choses. Comme je te disais, voilà, il y a ce truc de, au début, on règle un peu les problèmes, les gros problèmes, les grosses problématiques d'aujourd'hui. Puis après, si la personne a envie, on optimise le vieillissement en bonne santé. Donc, savoir comment est-ce que je vais rallonger mon espérance de vie, mais surtout mon espérance de vie en très bonne qualité, en pleine maîtrise de mes facultés mentales, physiques, etc. Et aujourd'hui, sincèrement, les connaissances qu'on a, elles peuvent amener très très loin les gens en très bonne santé. Donc voilà, les accompagnements évoluent, il y a continuellement de nouvelles personnes qui viennent. On prend tout le temps au début d'échanger pour voir si c'est cohérent qu'on travaille ensemble, de voir un peu les besoins de la personne, ses attentes, voir si moi, ce que je propose, c'est quelque chose auquel elle adhère et qu'elle a envie d'essayer. Et voilà. Ouais. Ok. Et toi, par rapport à la formation ton intervention dans la formation de yoga, est-ce que tu as l'impression que les élèves qui sont dans la formation arrivent à initier des changements Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Déjà,
pendant la formation, c'est quelque chose, tu vois, dans les interactions, parce que dans la formation, du coup, on a plusieurs cours théoriques, mais c'est pas que des cours théoriques où on s'installe avec un tableau, c'est beaucoup de cours en interaction où chacun va partager son expérience, ses problématiques personnelles. On prend aussi beaucoup de temps pour donner des réponses individualisées aux personnes, tu vois. Tu as des élèves qui vont dire « ouais, moi j'ai toujours eu ça comme problème, etc. » Et ben on va le prendre le temps collectivement de comprendre ce que vit la personne, de lui proposer des réponses, des exemples. Donc oui, et je trouve qu'il y a un bon impact, déjà parce que la structure avec laquelle on compose la formation, elle est structurée autour de ces principes-là. Un bon petit-déj équilibré, une alimentation équilibrée, faciliter la digestion, etc. Donc les personnes... Ils n'ont pas le choix non plus. Ils sont là pendant 2-3 semaines. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas la complexité de mettre ça en place. Ouais. C'est tout fait pour eux. Donc du coup, ça, c'est incroyable, tu vois. Donc de base, ils vont expérimenter ce lifestyle pendant 3 semaines. Donc déjà, ça, c'est fabuleux. Donc après, mettre en place ça demande un petit peu d'ajustement avec leur vie à eux, parce que là, ça sera à eux de mettre ça en place. Mais ils ont déjà profité des bénéfices. Donc c'est beaucoup plus simple après pour eux de... Ouais, complètement. Et c'est marrant parce qu'il y en a quelques-uns, on les voit après la formation... Ils vont s'acheter des blenders, des machins, des trucs. Ils ont tellement peur de perdre le bien-être qu'ils ont eu vis-à-vis de ce qu'ils ont réalisé. Tout à fait. Après, voilà, ils mettent en place, quoi. Tout à fait. Après, attention à ça. Moi, c'est quelque chose qui peut parfois me poser problème. Donc, je pense que c'est intéressant que chacun mesure les choses. Mais c'est important aussi de ne pas tomber amoureux de son état. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a aussi parfois... Parce que le problème de tomber amoureux de son état de bien-être, c'est qu'en fait, après, on ne tolère plus aucune sortie. Et ça, c'est très compliqué parce que, tu vois, quelqu'un qui, du coup, est complètement obsédé par sa clarté mentale, sa productivité, le fait d'être en très bonne santé, de machin, après, chacun gère ça comme il veut, tu vois. J'ai pas de choses il n'y a pas de dogme autour de ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de trouver un sweet spot parce que dans ce cas-là, si tu tombes complètement amoureux de ton état de santé, déjà tu commences à développer une peur de la mort qui est très importante et ça c'est très dangereux de développer la peur de la mort parce que ça va amener beaucoup d'autres problèmes dans la vie que juste la peur de mourir et en plus tu t'autoriseras plus aucun excès, tu sortiras plus, tu boiras plus jamais un verre, tu sortiras jamais de ton régime parce que du coup tu as peur de perdre, etc. Donc après c'est à tempérer. On voulait échapper au dogme du yoga et finalement on se remet dans un autre dogme de santé. On se remet dans un autre pareil que la protéine, c'est pareil que les émotions, trouver le sweet spot, trouver l'équilibre. Le corps il est fait de ça, il est fait d'excès, d'excès, de down, de remise. Il y a les saisons, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il neige, il pleut, il vente. La vie c'est ça, c'est des vagues. Et en fait c'est très important de garder ce flow aussi, même dans son approche de la santé. Après, j'entends, quand tu as des personnes qui ont eu des grosses problématiques de santé, etc., qui commencent à s'en sortir, qui disent là, c'est mort. Moi, par contre, je garde ça parce que j'en ai eu marre, j'en ai chié pendant 10 ans à être dans un état catastrophique. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste, attention à l'aspect mental aussi de ça, de ne pas tomber amoureux de son état. Et dans ce cas, après, déjà de ne plus rien faire, de ne plus sortir, etc. Mais aussi de se fermer des autres. Parce qu'à partir du moment où tu commences à définir ta norme comme étant la seule vérité, tu commences à juger les autres qui sortent, qui boivent, etc. À te couper de ça, à ne plus être en interaction. Et ça, c'est très dangereux. C'est un des plus grands pièges. Et c'est quelque chose qui est très important. C'est l'acceptation des autres, les relations aux autres. Tout à fait. Et l'acceptation aux autres, c'est pas juste dans les mots, quoi. Bien sûr. C'est vraiment s'intéresser dans l'acte, avoir des potes, des amis qui sont pas du tout dans ton délire. C'est hyper important. Hyper important pour les autres et pour toi, pour ta propre santé mentale, c'est fondamental. Donc vraiment, trouver ce sweet spot, garder en ligne de fond qu'il faut, à mon avis, élever les standards de notre santé, parce que clairement, l'état dans lequel les gens acceptent d'être aujourd'hui, c'est vraiment dérisoire et c'est pas du tout de bon augure pour leur santé sur le long terme. Mais trouver le sweet spot de, ok, j'élève mes standards de santé, je vise à mieux, j'ai envie de vieillir en bonne santé, en pleine connaissance, en pleine faculté cognitive et physique, mais par contre, à la fois, je comprends ce lien à l'attachement qui peut s'installer, donc je trouve ce doux équilibre entre prendre soin de moi, mais aussi m'autoriser des excès et comprendre que la vie, c'est de la fluctuation et c'est pas du contrôle total, quoi. Ok, bon bah très bien. Ça paraît bien, on a réussi. Ça paraît bien, on a abordé pas mal de sujets, j'espère que c'était pas trop lourd. J'espère aussi. Si vous avez aimé le podcast, mettez des likes. Partagez, commentez. S'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, moi, indirectement, je vais me dire, les 30-40 heures que j'ai passées à monter le podcast, le tourner, le préparer, ça va m'encourager à inviter d'autres intervenants, peut-être même les payer, les rémunérer. Donc voilà,
Donc si vous avez aimé, ça prend pas longtemps, mettez un like, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça aide à avoir envie de continuer. Est-ce qu'il y a le mot de la fin? Je sais pas. Non. J'en sais rien, qu'est-ce qu'on dirait en mode de la fin? Éducation, investigation. Éducation, investigation. Ouais, ça fait pas mal. Investiguez sur votre santé et éduquez-vous sur ce qui est présent et disponible aujourd'hui.